Bonjour à tous, bienvenue dans cette amphi du pôle numérique du Bougain. Donc, pour cette conférence Instafac sur les études en AES, administration économique et sociale et éco-gestion. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants et puis après je leur laisserai la parole. Donc, c'est pas poli, je vais commencer par moi. Donc, je suis Valérie Dormocrage, chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant la structure d'information, d'orientation, d'accompagnement de l'université. Si vous connaissez les CIO, eh ben, on est un petit peu le CIO de l'université. On a pour objectif d'accompagner les étudiants tout au long de leur cursus au sein de l'université, sur leur orientation, quelquefois sur leur réorientation, mais plus particulièrement sur leur orientation. Donc, en fin de séance, je vous présenterai le site de Cap Avenir et les fonctionnalités que vous pouvez trouver dessus qui peuvent vous être utiles en tant que lycéen futur étudiant. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui 4 intervenants. Cette séance est filmée et diffusée en live sur un chat. Donc, on a des personnes qui sont également en visio. Et au fur et à mesure de la séance, vous aurez la possibilité de poser des questions, soit sur le chat, soit bien évidemment dans la salle. Donc, nous avons Monsieur Robert, qui est directeur du département d'administration économique et sociale, Monsieur Hay, qui est directeur du département d'économie et gestion, Aliénor, qui est étudiante, alors vous me corrigez Aliénor si je dis des bêtises, en 2e année d'AES. Oui, c'est ça. Et puis Cambi, qui est en 3e année d'économie-gestion. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Monsieur Hay, qui va vous présenter sa filière. Et puis, vous aurez bien évidemment la possibilité de poser vos questions lorsque vous le souhaitez. Je vais juste vous faire passer une petite feuille de présence sur laquelle je vous demanderai d'émarger, en fait. Ça nous permet, nous, au sein de Cap Avenir, de voir quelles sont les personnes auprès desquelles on a pu diffuser l'information. Et puis, parmi celles qui se sont inscrites, quelles sont celles qui sont réellement présentes? Alors, c'est pas du tout pour faire du contrôle, c'est juste pour améliorer en fait les manifestations qu'on peut organiser pour faire diffuser l'information sur les filières de l'université. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Hay. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, et puis merci de votre présence. Alors, j'entame cette présentation, mais c'est une présentation chorale, en fait, au nom des 3 formations qui vous seront présentées, donc 3 licences générales, et on a bien précisé ici qu'on présente les 3 licences générales de l'UBO qui couvrent le domaine de l'économie, de la gestion et de l'AES. Il y a aussi d'autres formations qui couvrent l'économie et la gestion, mais qui sont des formations professionnalisantes comme l'adulte, mais ce sont d'autres sessions Instafac qui les présenteront. Donc c'est une seule présentation qui présentera les trois formations globalement. Alors, avant de présenter justement en détail ces différentes formations, d'abord quelques mots sur l'endroit qui vous accueille et donc l'établissement qui propose ces différentes licences. Il s'agit de l'UBO. L'UBO est comme vous le savez, une université qui est implantée essentiellement à Brest, mais qui a d'autres centres d'implantation à Quimper, à Morlaix, qui compte près de 23 000 étudiants sur l'ensemble de ces sites, qui est d'enseignement par un établissement d'enseignement supérieur de recherche, dont le corps professoral a la particularité d'être composé d'un grand nombre d'enseignants-chercheurs et d'enseignants. Et puis, on a 100 personnels d'enseignement, mais 12 personnels d'enseignement. Donc c'est quand même une grosse structure, un gros établissement, puisque nous avons pas loin de 300 formations allant de diplômes universitaires à des licences, au master, jusqu'au doctorat, donc comme toute université. Au sein de cette université, il y a différentes composantes et les 2 qui aujourd'hui nous intéressent sont d'une part essentiellement donc, la faculté de droit, d'économie, de gestion et d'AES qui héberge 2 des formations qui sont présentées. Donc
cette composante, cette faculté, on appelle UFR ou faculté, ce nom, donc compte un peu plus de 10% des étudiants de l'UBO, il y a 2500 étudiants. Il y a 3 mentions de licence au sein de cette faculté, la licence de droit, bien sûr, et puis la licence économie-gestion et la licence AES. Différents masters sont proposés dans ces différents domaines, et puis également des étudiants poursuivent leurs études au-delà du master en doctorat au sein de différents laboratoires, et 2 laboratoires en particulier, le LabLex, un laboratoire de droit et d'économie, et puis le MRG aussi un laboratoire de droit et d'économie. Comme l'ensemble des composantes de l'UBO, toutes les UFR, toutes les composantes de l'UBO ont des partenariats avec un grand nombre d'universités à travers le monde, en grande partie en Europe, et ceci, on verra, permet aux étudiants de partir réaliser une partie de leurs études dans des universités à l'étranger, dans le cadre de mobilité d'études. L'autre composante est donc l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Donc c'est une composante qui, elle, est spécialisée sur le domaine de la gestion exclusivement, qui donc est d'une taille moindre, avec essentiellement des formations en master, mais une formation en licence de gestion également, et donc compte 600 étudiants, 2 licences, une générale juridique, une autre professionnelle, et différents masters qui sont pour la plupart, donc même tous en alternance. Et de même, alors ce qui caractérise beaucoup l'IAE, c'est aussi l'ouverture de son corps professoral à des professionnels, ce qui est vrai aussi pour à peu près toutes les autres composantes, mais pas dans la même proportion. Alors, une fois que ceci est présenté, on va aussi cadrer un petit peu ce que sont les études qui nous sont proposées ici, puisqu'on a bien précisé qu'il s'agissait de licences générales. Des licences générales, si on veut vraiment simplifier le propos, elles donnent droit de poursuivre ces études et d'aller au niveau Bac+5. Les licences générales n'ont pas la vocation professionnalisante que peuvent avoir des licences professionnelles, qui par leur nom disent bien ce à quoi elles destinent. Ce sont donc des formations qui donnent des bases dans différents domaines essentiels, l'économie-gestion au sens large, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais elles ont vocation, en tout cas pour celles qui ont le diplôme, à leur permettre de poursuivre en master, donc de pousser les études au niveau Bac+5. Il est possible quand même, au terme de la 2e année de la licence générale, d'aller en licence professionnelle, et donc à ce moment-là de valider au bout de la 3e année une formation professionnalisante, mais quand même, si on regarde les flux, l'essentiel des flux, les étudiants qui diplôment les licences générales poursuivent dans leur très large majorité à un niveau Bac+5, master, sous différentes appellations, master sans E pour indiquer les masters qui sont délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur. Les métiers auxquels ils destinent sont vraiment très variés, ça c'est vraiment un des points importants. L'ensemble des formations qui sont présentées ce jour ouvrent des perspectives professionnelles dans un panel de domaines qui est vraiment très large, et aussi avec des taux d'insertion professionnelle qui sont parmi les meilleurs. Donc, en termes de facilité d'accéder au marché du travail, quel que soit le type de profession, ils sont très variés, et le type de domaine et aussi la perspective d'obtenir un emploi à très court terme, tout cela en fait est très bien pourvu pour les licences d'utilisation. Mais comprenez bien que les licences ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder au diplôme de master. Donc, ceci, là aussi, pour continuer sur ce point, on s'inscrit ici donc, dans un système d'enseignement supérieur qui est maintenant normalisé depuis une vingtaine d'années au niveau européen, le système européen de Bologne, et qui se distingue dans LMD, les 3 lettres, licence, Bac+3, master, on rajoute 2 ans, Bac+5, et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut pousser à Bac+8 en rajoutant au master 3 années de doctorat, et on devient docteur, et on a accès aussi à d'autres professions, notamment des professions dans le domaine de l'enseignement et de la recherche universitaire, mais pas que, l'expertise également. On part quand même avec une licence générale, je le rappelle, sur la perspective d'aller à l'horizon Bac+5 et pour des horizons plus courts, Bac+3, ça plutôt des formations professionnalisantes type BTS, type licence pro, type BUT qui seront les plus adaptées.
Les possibilités de poursuivre en master après des formations de Bac+3 professionnalisantes sont moindres que celles de licence générale. Alors, si vous voulez aller en master, le meilleur des aiguillages à faire est d'ores et déjà de s'inscrire dans une licence générale. Il y a beaucoup plus de facilité à aller en master, c'est même la vocation des licences générales d'amener en master. Pour les licences professionnelles, la perspective d'entrée en master sont quand même moindres, et aujourd'hui, je dirais, l'aiguillage et même la finalité normalement d'une licence professionnalisante est de se lancer sur le monde du travail et non pas de poursuivre en niveau master. Là aussi, c'est des choses assez importantes à bien avoir en tête dans les choix d'études supérieures que vous êtes amenés à faire. Alors, les 3 licences qui nous intéressent donc, sont les licences AES, économie, gestion, et puis gestion. Je vais laisser mon collègue donc Ronan préciser. Donc, juste là aussi, pour rappeler ce que j'ai dit, ces 3 mentions donc, sont dispensées au sein de 2 composantes. Pour les 2 premières, dispensées au sein de la faculté de droit, économie, gestion AES, et puis pour la dernière, au sein de l'IA. Donc, nous parlons bien de licence à caractère général, donc l'idée dès le départ étant de se préserver une possibilité de poursuite en master. Ça, c'est commun vraiment aux 3 licences qui sont proposées. La spécificité de la licence AES, sans doute son point fort en premier lieu, c'est le fait qu'elle soit pluridisciplinaire. Donc, on ne va pas s'hyper spécialiser dans un domaine en particulier, mais on va vraiment développer des compétences multiples avec 2 parcours en L1. Effectivement, on a un parcours normal sur Brest et sur Quimper. Donc, nous avons 180 places sur Brest et 80 places sur le site de Quimper, donc en L1. Ça, c'est une particularité pour les étudiants qui aimeraient commencer leur cursus en fait, sur le pôle de Quimper. Par la suite, en revanche, en L2, là, tout le monde se retrouve, toute la cohorte se réunit en fait sur Brest. Donc L2, L3, ça se passe au niveau de Brest. Et il y a également un parcours LAS à 20 places maximum, qui se rajoute aux 180 places en fait sur Brest. On peut avoir en majeur en fait, donc la première, on peut suivre les cours de licence AES, et puis le samedi notamment, donc on peut avoir des cours complémentaires en fait, une sorte de mineur qui prépare au concours de santé. Je sais qu'il y a 2 ans, il y a eu une étudiante qui était d'ailleurs majeure de promotion en L2 AES et qui a obtenu son concours et qui a poursuivi avec des études vétérinaires. C'est donc une possibilité qui est offerte. Le parcours là, c'est différent du parcours PASS, parce que pour les étudiants qui s'inscrivent dans le parcours PASS, eux ont vraiment comme majeur la préparation au concours médical, avec une mineure dans une autre licence, qui leur permet d'ailleurs de faire valoir une équivalence et de poursuivre. Là, c'est très différent. Voilà, la majeure, c'est vraiment la licence qui est choisie, avec le droit aussi de présenter en fait le concours une fois sur chaque année du cursus, en L1, en L2, mais également en L3. Voilà, donc c'est une structure un peu particulière, 20 places maximum, mais qui est proposée sur Brest. Le caractère pluridisciplinaire, effectivement, donc on va s'intéresser et à l'économie, et au droit, mais aussi à la gestion. Donc gestion quantitative, comptabilité, finance, mais également gestion des organisations, plus aussi sur les ressources humaines, notamment, communication, marketing, toutes sortes de choses, et également de la sociologie. On va s'intéresser aussi, donc on aura des enquêtes en fait, de sociologie, avec déterminer des catégories de population, peut-être les besoins qui correspondent à ces catégories de population, avec des outils correspondants. Donc on va vraiment développer, travailler toutes sortes de compétences, surtout que l'on soit rassuré, on ne va pas trop vite en besogne. Pour le droit, par exemple, on commence vraiment par de l'introduction au droit, de l'introduction au raisonnement juridique. C'est la même chose pour l'économie. Donc vraiment, il n'y a pas de prérequis particulier, si ce n'est une appétence en fait pour vraiment ce caractère polyvalent, pluridisciplinaire. Et tout est repris depuis le départ, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Une question qui est régulièrement posée, par exemple, par rapport aux mathématiques, peut-être j'anticipe un peu la chose, mais effectivement, alors, pas d'inquiétude. Des cours de soutien sont d'ailleurs proposés, de renforcement sont proposés ou en mathématiques ou en français. On a aussi de la méthodologie, de travail universitaire. Donc voilà, les étudiants sont accompagnés dès le début de leur cursus.
mais avec l'idée, effectivement, de s'intéresser, de mener de front d'étudier plusieurs domaines complémentaires. L'idée étant de porter un regard assez général, soit sur le monde de l'entreprise, soit sur le monde des territoires. Tout au long de ce cursus, et dans la nouvelle maquette en fait, de licence AES qui est proposée, nous avons développé en fait, un parcours de professionnalisation avec pas mal de stages, un stage facultatif qui est encouragé dès la L2, donc de 2 semaines, stage facultatif qui, dès lors qu'il est choisi, devient obligatoire. Mais dans le cadre de la L3, là, il y a effectivement un stage qui est obligatoire de 6 semaines, parce qu'il arrive très souvent aussi que l'on n'ait pas encore d'idée bien définie par rapport au projet d'orientation, projet personnel. C'est un intérêt aussi de la licence AES, c'est qu'effectivement, on conserve un maximum de portes ouvertes. La licence AES permettant pas mal de perspectives et de poursuites d'études ultérieures avec vraiment des perspectives diverses et variées. Nous avons des serious games, des projets tutorés, job dating, ça se fait en L2 pour ceux qui choisissent justement donc le stage facultatif. En L2, et les étudiants sont également accompagnés en L3 avec une association de bénévoles, Agir, d'anciens recruteurs en fait, du secteur privé qui vraiment accompagnent les étudiants dans leur rédaction de CV, de lettres de motivation, avec des entretiens d'embauche qui sont réels en fait, qui sont mis en œuvre. Donc ce côté vraiment très terre à terre, concret, en fait, de formation professionnelle, est intégré à la licence AES, qui reste néanmoins une formation de licence générale avec des enseignements à caractère universitaire, de la même manière. Donc des TD, plus de TD en L1, parce qu'on accompagne au plus près en fait, les étudiants, et puis au fur et à mesure, davantage de TD qui interviennent, sachant que les cours magistraux, c'est également une compétence à acquérir. Les conditions vraiment d'études sont très confortables, je pense. Nous n'avons pas des amphis pleins, saturés, pas du tout. Donc vraiment, les effectifs restent très raisonnables. Donc les conditions, on peut toujours interagir. D'ailleurs, les enseignants sont toujours disposés à répondre aux questions éventuelles. Donc vraiment, ce ne sont pas des cours froids, pas du tout. Mais la prise de notes, par contre, ça c'est une compétence que l'on peut acquérir lors des cours magistraux. Donc on en a dès la L1, mais en nombre limité, et ça va croissant au fil de la licence. Et l'idée étant, après la L1 et la L2, tu vas devoir une pré-spécialisation. Donc la L1, la L2, ça correspond à une sorte de tronc commun. Et en revanche, en L3, on va demander aux étudiants de choisir entre 2 parcours, AGT et AGE. AGT, c'est Administration et Gestion des Territoires. Là, on se dirige davantage vers la fonction publique, l'administration. Il y a également une préparation au concours qui est proposée, puisque souvent, pour intégrer en fait, la fonction publique, ça se fait souvent à partir d'un concours. Et sinon, on peut choisir également le parcours AGE, qui est l'administration et la gestion des entreprises. Pour autant, ça n'est pas non plus une spécialisation trop avancée, mais c'est un début d'orientation. Et les stages qui sont effectués en L2 comme en L3 peuvent permettre de confirmer ou d'infirmer une idée personnelle. Parfois, peut-être les étudiants en parleront, même sans aucun doute, en parleront mieux que nous. Et quand on a une idée, pas d'idée, ou une idée encore un petit peu imprécise, le fait d'avoir tous ces jeux d'entreprise, ces yeux professionnalisants et ces stages, petit à petit, en fonction des rencontres, des aléas, permettent de parvenir à un projet qui aboutit. Et comme on a intégré dès le départ une licence à caractère général, on peut aller assez loin et développer des ambitions. Voilà, si on veut devenir cadre supérieur ou autre chose. Alors, pour ce qui est de la licence économie-gestion, alors elle a en commun en fait d'abord de commencer par un portail économie management qui, la première année, la deuxième année est commune avec la licence de gestion dont sera question tout à l'heure. Et c'est au sortir de la première année que les étudiants doivent choisir la mention dans laquelle ils souhaitent s'inscrire au final. Alors, à la différence de la licence AES, ce portail et la licence d'économie de gestion comme la licence de gestion sont exclusivement proposés sur le site de Brest, et seulement celui-là. Pour ce qui est de la licence économie de gestion, on a 3 parcours, et donc à bien identifier pour les besoins de Parcoursup. Le parcours management, le parcours on va dire général, qui a une capacité d'accueil pour les néo-bacheliers de 180 personnes. Donc,
ça fait peut-être impressionnant, 180 par rapport aux effectifs que vous avez l'habitude de pratiquer, mais pour, je dirais, une jauge universitaire, 180, c'est vraiment raisonnable. Et on a effectivement ce privilège de pouvoir avoir des conditions d'enseignement relativement bonnes, de par la taille limitée des effectifs qui permettent non pas d'être dans des amphis bondés et qui permettent aussi, dans le cas des TD, d'être beaucoup plus proches et beaucoup plus en interaction avec le corps enseignant. On a un deuxième parcours qui, lui, est un parcours sélectif, le parcours international, et qui, lui, a une jauge de 30 étudiants. Je préciserai tout à l'heure en quoi il consiste. Et puis, comme cela a déjà été dit, en fait, on a aussi la possibilité d'accoler donc, à la licence économie de gestion le dispositif LAS qui permet, pour ceux et ceux qui le souhaitent, de pouvoir candidater en deuxième année d'études de santé. Et là, la capacité d'accueil en L1 est de 20 néo-bacheliers seulement. Alors, la licence économie de gestion est une licence bidisciplinaire, comme son nom l'indique, et on a repris le même visuel que tout à l'heure pour mieux faire apparaître les différences. Vous pouvez voir que par rapport à la licence AES, les majeures sont un petit peu différentes. On va retrouver la composante de gestion, bien évidemment, en distinguant la gestion quantitative de la gestion des organisations, mais on retrouve également l'analyse économique qui est présente en AES, mais plus poussée, de par l'avantage d'heures, et puis le bloc aussi technique quantitative, qui est un mot qui englobe la maîtrise des chiffres, donc les mathématiques d'une part, et puis les statistiques d'autre part, mais attention, dans une optique appliquée. Comme l'a dit Roland, il ne faut pas, les formations dans le domaine de l'économie de la gestion prennent une bien mauvaise réputation d'être assez exigeantes en mathématiques. Si cela était le cas, ça date quand même un petit peu, et les logiciels ne sont pas remis à jour. Le message doit être très clair. La maîtrise d'un simple niveau de première en mathématiques est suffisante pour commencer de façon confortable en première année universitaire. Le simple fait d'avoir fait des mathématiques jusqu'en première et d'avoir à peu près compris de quoi il était question est largement suffisant pour prendre le train en marche et pas beaucoup plus loin. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui doit effrayer et conduire à ne pas sélectionner ces filières. Comme pour l'ensemble de nos licences, elle s'inscrit dans une logique de spécialisation progressive, c'est-à-dire que par un jeu d'options, en première année, j'ai envie de dire, c'est devenu obligatoire pour tout le monde. Il y a très très peu de moyens de dénoter de ses camarades de première année, mais dès la deuxième année, par la construction des maquettes, chaque étudiant peut choisir une certaine matière optionnelle et puis donner la coloration qu'il souhaite, découvrir, confirmer, selon un intérêt pour des matières. Et donc, au final, tout le monde finit par avoir quand même une licence économie-gestion, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même suffisamment, le programme de formation est suffisamment complet pour faire valoir cette double compétence disciplinaire, mais on peut quand même bien personnaliser sa carte de formation en développant soit plus d'économie, si on a plus d'intérêt pour ce domaine-là, ou plus de gestion. Tout ceci est vraiment à la carte et permet à chacun de construire, de tester, de construire, et puis aussi de façonner son profil en vue après de sa poursuite d'études en master. Alors là aussi, pour les stages, on a adopté le même schéma dans les deux formations. Les stages sont obligatoires en L3, ils sont de 8 semaines pour la licence économie de gestion, et on a aussi la possibilité de faire des stages d'une durée plus limitée de 2 semaines en L2. L'idée étant quand même de développer très vite une connaissance du monde professionnel, de développer très vite des compétences utiles aussi pour l'insertion sur le marché du travail, pour la poursuite d'études, que ce soit la rédaction d'un CV, la réalisation d'un entretien d'embauche, tous ces documents et tous ces impératifs pour pouvoir poursuivre en études et puis après s'insérer sur le monde du travail, et qui sont des choses qui se travaillent et s'apprennent, bien évidemment. Donc il y a un accompagnement assez important de nos étudiants dans ce domaine-là. Également, alors, ça n'a pas été
trop dit tout à l'heure, mais je parle aussi au nom de la licence AES à ce sujet-là, et puis aussi en ma casquette par ailleurs de coordinateur de relations internationales de la faculté. Il y a la possibilité pour un grand nombre d'étudiants, on a à peu près 50 étudiants chaque année en L3, au niveau de notre composante, donc l'ensemble de la faculté, des étudiants de droit, d'économie, de gestion et d'AES, qui partent tout ou partie de leur année, leur troisième année, dans une université partenaire pour réaliser une mobilité d'études avec le programme Erasmus ou avec le programme BCI pour celles et ceux qui partent au Québec. Donc voilà, sachez que c'est une possibilité qui s'offre aux étudiants, qui est très demandée et on veille à ce que bien, tous les étudiants et candidats puissent réaliser ce projet-là qui est quelque chose qui change la vie, ni plus ni moins. Donc c'est une formidable opportunité qu'on propose. Ça vous permet, en payant 200 €, qui est le prix, les frais qui sont les frais d'inscription à l'université de Brest, de pouvoir aller donc, seulement avec ces 200 € dans des universités à travers le monde, pour lesquelles, en général, les frais d'inscription sont en quelques plusieurs milliers d'euros. Donc c'est vraiment très très intéressant et les étudiants qui le font sont ravis, voire ne reviennent pas, puisqu'ils trouvent leur voie sur place et ils continuent sur place. Qui plus est, on ne perd pas son temps puisqu'on peut valider les crédits ECTS correspondant à chacun des semestres passés dans l'université. C'est fait en lieu et place de la troisième année, évidemment. Les étudiants qui font cela font ça au titre de leur troisième année. Juste, on peut peut-être préciser ce que signifient les crédits ECTS. Oui, ce sont les crédits qui sont affectés en fait, à chaque unité d'enseignement, qui peut correspondre à une matière ou à plusieurs matières qui sont solidaires. Voilà, donc il faut valider donc, les UE pour obtenir son semestre. On a 30 crédits ECTS par semestre, avec des systèmes de compensation. Donc on peut aussi avoir une faiblesse dans une UE, ça peut être compensé par d'autres. Effectivement, quand on part en Erasmus, on peut valider le semestre qu'on a choisi de faire à l'étranger ou l'année qu'on a choisi de faire à l'étranger. C'est pas un peu, en général, en effet, quand même. Alors, également un autre point qui est à mettre en avant, on y reviendra certainement plus tard, mais on a aussi pour le public cible de première année tout un ensemble de dispositifs d'accompagnement pour aider nos nouveaux étudiants dans cette transition, on y reviendra certainement tout à l'heure, qui n'est pas évidente, entre le lycée et l'enseignement supérieur et le lycée et l'université, qui est un mode spécifique d'enseignement au sein de l'enseignement supérieur. Donc pour aider les étudiants qui viennent juste d'arriver à développer les bonnes pratiques, on a tout un ensemble d'enseignements pour la méthodologie de travail universitaire, notamment des enseignements de remise à niveau pour certains. Et puis aussi des dispositifs d'enseignants référents. Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, se voir désigner un enseignant avec lequel ils pourront interagir régulièrement au fil de la première année, faire des points d'étape pour savoir comment se passe la première année et puis demander des conseils régulièrement. Et on a également, on y reviendra plus tard, un système de tutorat qui est mis en place, c'est-à-dire des genres de cours particuliers faits par des étudiants de deuxième ou troisième année à destination des étudiants de première année pour répondre aux questions qui peuvent se poser en travaillant les cours qu'ils découvrent. Un domaine quand même, un point qui est assez important quand même en ce qui concerne le domaine, c'est que, en tout cas pour les étudiants qui viennent d'une série générale, pour les bacheliers généraux, aucun bachelier général n'a fait de gestion. La spécialité gestion n'existe pas dans l'enseignement général en lycée, de l'économie, sciences économiques et sociales, AGGSP, ok, mais de la gestion, aucun des étudiants qui viennent d'un bac général n'a fait de gestion. Il y a forcément cette découverte de la gestion qui ne pose pas du tout de problème, c'est pas du tout un handicap de ne pas en avoir fait. J'ai même envie de dire, c'est même mieux de ne pas du tout en avoir fait parce qu'on part sur des bases différentes qui sont construites dès le début de l'université. Donc voilà, ça c'est un domaine, en tout cas le domaine de la gestion est un domaine que la plupart de nos étudiants qu'on accueille en première année découvrent et le tutorat est aussi très utile de ce point de vue. Le parcours international, quelques mots. Donc en fait, en termes de contenu, il est relativement proche du parcours management, mais en fait, il a une dimension d'ouverture à l'international par différents aspects. D'abord, sur le plan linguistique, certains enseignements sont exclusivement dispensés en langue anglaise, certains seulement, pas tous les enseignements.
Également, dans l'offre de formation, certains des cours proposés dans ce dispositif, dans ce parcours-là, ont à voir avec les grands enjeux internationaux pour l'économie internationale, la géopolitique. Et puis, également, on parlait tout à l'heure de la mobilité étudiante. Les étudiants du parcours international ont la vocation prioritairement à réaliser leur troisième année, toute ou partie de leur troisième année, un semestre, voire les 2 semestres, dans une université partenaire par une mobilité étudiante. Ce n'est pas une obligation, on ne peut pas forcer les étudiants à monter dans les avions pour aller étudier à l'étranger, bien évidemment, mais en tout cas, s'ils en font la demande, et en pratique, la plupart, les 3/4 des étudiants de ce parcours-là, en troisième année, partent à l'étranger. D'autres souhaitent rester pour des conditions spécifiques, mais en tout cas, en pratique, ils utilisent très fortement cette possibilité-là qui, je le dis, offre vraiment une coloration, une valeur ajoutée incomparable à leur parcours de formation. Pour accéder, alors pour ce qui est de la troisième licence, la licence de gestion, donc là on parle au nom de nos collègues, qui n'ont pas pu être là ce soir, mais donc en fait elle est accessible, elle, par ce fameux portail dont je vous ai parlé précédemment. Elle est proposée exclusivement à Brest et en troisième année, en fait, elle cible exclusivement la gestion à partir de la troisième année et en termes de poursuite d'études, elle destine exclusivement également à des masters de gestion quand les licences AES et économie-gestion, quant à elles, ouvrent à la fois au master en gestion et également au master en économie. Le panel de sortie n'est pas exactement le même. Alors c'est en troisième année, ce qui caractérise cette formation-là, c'est surtout la troisième année où 3 parcours complémentaires sont proposés. Donc schématiquement, 70% des cours de ces 3 parcours sont en commun et puis les 30% restants sont spécifiques à chacun des parcours. Donc il y a 3 spécialités. Un parcours autour de la comptabilité, contrôle de gestion et finances. Un parcours autour du marketing et puis un nouveau parcours depuis cette nouvelle offre de formation qui est le parcours ressources humaines. Les effectifs en troisième année, donc les sciences de gestion, sont aux alentours d'une centaine d'étudiants à peu près. Après, les formats de la L3 sont à peu près semblables d'une licence à l'autre, d'une mention à l'autre. Le stage obligatoire de 8 semaines y figure également, et puis là encore, la possibilité de réaliser toute ou partie de sa L3 dans une université partenaire dans le cadre de mobilité d'études est également proposée. Petit jeu pour essayer de mieux distinguer ces différentes mentions entre elles et par ce petit graphique qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas essayer de montrer où sont les forces et les points les plus développés par telle ou telle mention. Bien évidemment, l'histoire de gestion met l'accent sur la mention, quand celle d'économie de gestion met davantage l'accent sur l'économie. Et puis on peut voir quand même que les licences AES couvre l'ensemble du spectre en développant quant à elle les sciences sociales davantage que ne font les 2 autres. Bien évidemment, et ça c'est important, en termes de volume horaire, alors on a parlé exclusivement, je dirais, des majeurs disciplinaires au sein de ces 3 mentions, mais il y a évidemment tout un ensemble de cours qu'on va qualifier d'un nom un petit peu fourre-tout, transversaux, mais on va bien évidemment travailler les langues vivantes, on va bien évidemment travailler l'informatique, on va bien travailler l'accompagnement professionnel, et ceci quand même à hauteur d'un volume conséquent, puisque c'est de l'ordre de 20 à 25% des heures qui sont d'enseignement qui sont donc dédiées à ces autres enseignements. Sachant que, oui, c'était noté dans la diapositive précédente, et qu'on invite également à conserver une LV donc la possibilité reste offerte dans nos 2 licences, effectivement, avec des volumes horaires en langue vivante qui sont quand même très raisonnables, avec 20 heures en VNTD au prochain semestre. Alors aussi également, pour pouvoir accéder en licence au sein de ces licences-là, il y a d'autres voies que la voie classique, majoritaire, qui est accédée dès la première année par Parcoursup. Il est possible d'y accéder si on est déjà inscrit dans une autre université au sein de ces différentes mentions-là.
Il est également possible d'y parvenir si on est inscrit en classe préparatoire aux grandes écoles. Nous avons des conventions avec différents lycées, en particulier à Brest, et les étudiants d'ailleurs qui sont inscrits dans certains de ces classes préparatoires s'inscrivent également en parallèle comme étudiants, soit en AES, soit en éco-gestion. Il est également possible d'y venir pendant ou durant un DUT, qui succède au DUT. Et puis également à la suite d'un BTS. Alors, pour ce qui est de ces voies, en particulier le PUT et le BTS, il n'est pas forcément possible de passer dans l'année supérieure de la licence. Par exemple, quelqu'un qui aurait un BTS ne serait pas, ou probablement pas d'ailleurs, admis en 3e année de licence en faisant prévaloir ces 2 années de formation après le bac. Il aura possiblement à réintégrer nos licences, mais seulement en 2e année du fait de différences de prérequis. En tout cas, il y a la possibilité de bifurquer, d'intégrer une filière pour après venir dans une autre, et en particulier au sein des licences générales. Oui, l'idée sous-jacente étant qu'il n'y a pas de mauvais choix, et ça c'est vrai dans tous les sens, mais les étudiants qui auraient fait des choix de formation plus techniques, effectivement, par rapport à un BUT ou un BTS, ont la possibilité de nous rejoindre via les plateformes e-candidat par exemple. Mais ça, l'inverse c'est vrai. On peut s'engager aussi avec une idée donc, de cursus plus long, et ce qui porte un avantage au sein d'une licence générale. Pour autant, on sera toujours accompagné si jamais on décidait, pourquoi pas, d'aller vers une licence professionnelle. Donc on en parlera plus tard, mais il n'y a vraiment pas de mauvais choix. Et cet aspect-là présente un caractère rassurant, parce que des fois on se demande quel choix opérer. Tout est possible. Et il y a effectivement le service Cap Avenir au sein de l'UDO qui accompagne également les étudiants. Et nous accompagnons aussi les étudiants. Vraiment, c'est pour définir le projet qui est le leur. Et surtout, on se rassure par rapport à cela. Il y a toutes sortes de perspectives possibles et on est accompagné de ce point de vue-là. Alors, s'il n'y a pas de mauvais choix, il y en a un meilleur qui est quand même d'intégrer des licences dès la première année. Mais, voilà. Là, on voit loin. On a quand même développé une ambition certaine, mais on se laisse la possibilité d'aller loin. On en vient maintenant rapidement aux poursuites d'études après ces 3 licences. Alors, très rapidement, mais comme cela a déjà été évoqué, il est possible effectivement de valider une formation Bac plus 3 et de se lancer après sur le marché du travail, et ceci, ce qui permet de le faire, sont plutôt les licences professionnelles. Donc elles s'intègrent, alors c'est un petit peu en train de changer depuis quelques années, il en subsiste quelques-unes. Les licences professionnelles sont des licences auxquelles on accède forme de 2 années d'études supérieures, et on accède en 3e année au sein de ces licences professionnelles. C'est sélectif et c'est également fait généralement avec un contrat en alternance. Donc vous avez une partie de l'année où vous êtes, par des périodes alternées, vous allez à l'université sur les bancs de la fac, et puis régulièrement vous allez ensuite en entreprise et vous alternez comme ça les périodes université-entreprise. Et puis vous avez surtout un contrat d'apprentissage, vous êtes rémunéré, vous êtes salarié, et donc c'est un premier pas dans le monde du travail qui est vraiment très intéressant. Alors, des licences professionnelles, il y en a beaucoup, pas simplement qu'à l'UDO, mais on va ici présenter celles qui sont proposées à l'UDO dans le domaine de l'économie de la gestion. Elles sont situées un peu partout. Pour ce qui est de notre composante, nous avons une licence de métier de l'immobilier. Pour ce qui est de l'IAE, il y a une licence professionnelle sur l'assurance, la banque et la finance. À l'unité de Morlaix, une en commerce et distribution. À l'unité de Quimper, une en gestion du personnel et de la paie. Il y a tout un ensemble de licences professionnelles, mais vous pouvez également en avoir dans d'autres établissements que les universités. Pour valider des compétences de technicien supérieur, à faire valoir très directement sur le marché du travail. Voilà. Alors, par contre, la licence professionnelle pour ensuite poursuivre en master est un choix que nous déconseillons fortement, puisque les probabilités d'être accepté en master en faisant valoir une licence professionnelle sont quand même beaucoup plus faibles qu'une licence générale, et je dirais la logique est que cette même probabilité soit nulle. En principe, la licence professionnelle est faite pour aller sur le monde du travail et ne pas continuer en master. Voilà. Des exceptions existent, mais gardez en tête que ce sont des exceptions et que la règle générale est que pour accéder au master, il faut faire valoir une licence générale. Alors, les masters, justement, donc là, on est toujours sur des formations qui sont dans l'ensemble professionnalisantes,
également accessible sur dossier avec une deuxième nouvelle plateforme que vous aurez à subir, qui est la plateforme Trouver mon master. La plupart des masters aujourd'hui s'ouvrent à l'alternance et là, à terme, à partir de la rentrée prochaine, en 2024, tous les masters de notre composante à l'UFR, comme tous les masters de l'IAE, sont proposés en alternance. Je l'ai précisé tout à l'heure, mais Victorine me le rappelait, les masters dans le domaine de l'économie comme dans le domaine de la gestion offrent des perspectives d'emploi et d'insertion professionnelle et de carrière qui sont vraiment très très bonnes. Et donc c'est vraiment un très bon choix. Ici, vous pouvez voir quelques-unes des formations de master qui sont proposées tant à l'IAE qu'à l'UBO, qu'à la faculté de droit économie gestion. Donc, pour la faculté, vous avez un master dans la gestion des structures médico-sociales, un master en économie de l'environnement dédié au milieu littoral marin, un master de logistique, un master de développement local et puis un master de banque. Donc, et tous se caractérisent, comme je disais, dans des débouchés professionnels rapides et également Et taux d'insertion très, très haut. entre les deux. Mais alors, il s'agit bien évidemment ici, parce qu'on parle de l'UBO, de mettre en avant l'offre de formation UBO, mais beaucoup de nos étudiants également, et des étudiants sont à votre disposition à ce sujet au fond de la salle, beaucoup de nos étudiants utilisent la licence économie-gestion comme la licence AVES comme un tremplin pour aller voir d'autres horizons, et quand on est jeune, c'est une qualité, pour aller dans d'autres universités, et parmi les universités de prestige d'ailleurs, pour poursuivre un master, et nous en sommes très honorés. Vous voyez vraiment l'essence générale comme des tremplins très efficaces pour entamer et préparer votre vie professionnelle. Et sachant que ça laisse le temps aussi de la réflexion, si on n'a pas encore affiné son projet, donc tout au long du cursus de licence, on peut réfléchir à la chose pour après se lancer vers le master qui nous convient le mieux. Alors, quelques éléments aussi, il ne s'agit pas de parler de formation dans cette présentation-là, mais de parler aussi de la vie qui vous attend si vous choisissez de nous rejoindre à l'UBO, et donc de la vie étudiante. Parce que dans la vie étudiante, il y a deux beaux mots, les études, les plus belles années d'une vie certainement, mais justement la vie aussi, il faut en profiter pleinement à ce moment-là. Il ne faut pas vivre soit l'un exclusivement, soit l'autre, il faut arriver à combiner, à conjuguer les deux, se faire plaisir tout en réussissant ses études. Alors, pour ce qui est de l'université, jouit aussi d'une mauvaise réputation d'être un lieu où on est livré à soi-même, dans l'isolement le plus total, et loin de ses parents. Alors oui, c'est vrai, il y a l'apprentissage de l'autonomie, parce qu'en général, on est loin de ses parents, mais c'est là où on noue quand même des amitiés assez profondes et durables et nouvelles. Et là aussi où on a énormément de dispositifs à notre disposition, pour peu qu'on les utilise, et malheureusement on déplore que les étudiants l'utilisent insuffisamment. En tout cas, vous avez beaucoup de dispositifs qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner au mieux dans cette nouvelle étape de votre vie de formation. Bien évidemment, il y a les bibliothèques universitaires, on a une juste le bâtiment et dans lequel beaucoup d'étudiants passent du temps en silence pour travailler seuls ou ensemble. Vous avez également le service d'aide à l'orientation qui est Cap Avenir, qui a été mentionné tout à l'heure et qui organise cette opération Astrafac. Bon, peut-être marcher un peu sur les plates-bandes de Cap Avenir, mais il faut quand même garder en tête que la plupart des étudiants qui viennent en première année universitaire n'ont pas une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et c'est tout à fait normal, et c'est pas du tout un problème. Et en fait, justement, l'intérêt avec une licence générale, c'est que vous avez du temps. Vous n'avez pas de pression, vous avez du temps pour parfaire votre projet professionnel, voilà, découvrir des choses. Donc c'est ça vraiment qui convient très bien. Très souvent, on découvre de nouvelles matières. Donc en fonction des nouvelles matières que l'on va découvrir, les appétences qui vont être les nôtres, on va définir au fur et à mesure un projet. Donc Cap Avenir est justement un service de notre université qui est très utile pour aider justement nos étudiants qui ne savent pas forcément quoi faire, à mûrir leur projet. Et donc il y a beaucoup de ressources à cet égard qui sont proposées par Cap Avenir. On parle d'orientation, on peut même parler de réorientation, qui n'est pas du tout un mauvais mot. On ne peut pas parler d'échec si on se réoriente, si on fait une licence AES en première année et qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qui nous plaît. Eh bien, on n'a pas perdu son temps si on a, pendant cette année, cette première année,
on a non seulement réalisé que la mention dans laquelle on s'est inscrit ne nous correspond pas, mais si on a déjà identifié une nouvelle mention dans laquelle on pourra prolonger, et s'inscrire l'année suivante, et donc rebondir. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment vous dire qu'on n'attend pas des étudiants qui savent pourquoi exactement ils sont là. S'ils le savent, tant mieux, c'est un point fort. Mais en tout cas, c'est pas du tout un point faible de ne pas du tout savoir pourquoi on vient. Moi, le premier, je ne savais pas du tout que j'allais aller à la fac, que j'allais faire de l'économie, et j'y suis toujours. Et j'enseigne l'économie, et c'est comme ça que les choses sont faites, et voilà, par un heureux concours de circonstances, et c'est souvent comme ça que les choses se font dans la vie, et se font bien. Eh bien, ça s'est fait. Donc, il ne faut vraiment pas être, il ne faut pas avoir d'angoisse, il n'y a pas de mauvais choix, et puis il faut prendre ce temps qui vous est donné pour réfléchir. Et les services et les dispositifs qui sont à votre service, il faut s'en emparer. Pour rebondir sur ce que dit Julien, effectivement, là encore, il n'y a pas de mauvais choix, on est accompagné et il y a des dispositifs de passerelle qui sont proposés entre économie-gestion et AES, dans un sens comme dans l'autre, OS1, OS2, mais encore OS3, il est possible de changer de filière. Quand on s'aperçoit qu'en fait on est davantage, par exemple, on voudrait s'hyper spécialiser en économie, par exemple, on peut aller vers l'économie-gestion. Ou alors, si on veut aller vers des choses plus polyvalentes, on peut aller vers l'AES. Il existe également des passerelles en fait vers le droit, donc S1, S2, pas OS3, sinon ça deviendrait beaucoup trop complexe, parce que là on aurait un manque de prérequis, mais on peut être accompagné OS1 et OS2 pour intégrer une licence de droit. Et c'est arrivé. On avait son étudiante qui valide son master DPT en droit, parce qu'elle s'est aperçue assez rapidement dès la L2, en ayant aussi bon résultat, que c'est vraiment le droit qui la passionnait. On accompagne les étudiants en ce sens dès lors que le projet s'affine et part dans une direction légèrement différente. Juste une petite précision, S1, S2, S3, ça veut dire semestre 1, semestre 2, semestre 3, puisque les années sont organisées non pas en trimestre, mais en semestre. Je reconnais un peu sans excuse. Alors bien évidemment, il y a aussi les services incontournables, les CLOUS et les CROUS, qui sont les services qui dispensent les restaurants universitaires ou les cités universitaires, qui s'occupent aussi d'attribuer les bourses sur critères sociaux. Pour tenir compte des spécificités individuelles, on a différents dispositifs, dispositifs en diversité qui permet à des étudiants donc, de faire valoir un handicap sous une forme ou une autre et de bénéficier d'un accompagnement, soit d'un service de prise de notes en cours, soit d'un tiers-temps dans des périodes d'examen, d'avoir en tout cas un environnement et des conditions d'enseignement d'études qui soient adaptées à sa situation. Et puis aussi pour d'autres étudiants qui combinent une activité salariée, qui sont artistes ou qui sont sportifs de haut niveau, il y a également ce qu'on appelle les RSE, les régimes spéciaux d'étudiants, qui permettent d'avoir un programme, un aménagement d'études qui dispense par exemple d'être d'être assidu aux séances de TD ou qui permettent de ne faire qu'un certain nombre d'examens quand les autres étudiants en mode normal en feraient davantage. On fait là aussi du sur-mesure, même si on a beaucoup d'étudiants dans nos promotions en première année, on essaye de faire et on fait du sur-mesure avec de plus en plus d'étudiants. Et puis, les activités sportives quand même qui sont proposées à l'UBO sont vraiment très nombreuses. On a la chance d'être auprès de la mer et de proposer des activités au littoral, et ceci, c'est une des spécificités brestoises qu'on nous envie. Et puis également les services de médecine préventive. Au-delà de cela, médecine préventive, donc service très important, donc médecine, service gratuit bien sûr, et de proximité. Donc là, on peut dès lors qu'on en ressent le besoin, aller se rendre au SUS. On a aussi une vie associative qui est dynamique sur l'ensemble du campus, ça c'est vrai à l'échelle de l'UBO, et on a par exemple un festival, un concert qui est le Pétarade, qui a lieu chaque année au premier semestre. Mais ensuite, chacune des formations a sa propre association étudiante. Donc pour l'AES, ce sera l'association Agora. Pour l'économie-gestion, c'est l'association EcoPlus, dont Monsieur Rastan à ma droite est le président. Et puis pour l'IAE, c'est l'association Manowave. Et je vous laisserai tout à l'heure présenter plus spécifiquement ce qui est proposé et en quoi justement ça contribue fortement à la qualité et à l'accueil de nos formations et à l'accueil de nos étudiants. Alors, une petite question peut-être en pensant à vous, est-ce que les études en économie-gestion en ES, est-ce que c'est pour vous? Bon, d'abord, quelques éléments quand même à bien avoir en tête.
Comme toutes les licences générales, quand même, le profil de bac qui est le plus adapté est le bac général, la série générale. Donc, en termes de taux de réussite, que les choses soient très claires, les taux ne sont pas les mêmes selon que vous avez fait une filière professionnelle, une filière technologique ou une filière générale. Les licences générales sont faites pour, avant tout, et sont plus adaptées pour, et plus conseillées pour les titulaires d'un baccalauréat général. Le choix des mentions peut jouer, mais l'intérêt quand même d'une filière générale est cette capacité quand même à pouvoir raisonner plus facilement, à pouvoir faire preuve plus facilement d'abstraction, qui sont des compétences quand même assez importantes en premier cycle universitaire. Également, alors, les compétences qui sont attendues sont des compétences quand même d'expression, orale comme écrite, hein, de l'argumentation, de synthèse, de raisonnement. Comme on le disait, on ne va pas se mentir, il y a besoin quand même de manier les chiffres. Les domaines de la gestion et de l'économie nécessitent de manier les chiffres, de savoir ce que dit un chiffre, de pouvoir l'interpréter. Donc, il faut avoir suffisamment de compétences de ce point de vue-là. Mais, je répète, un simple niveau consolidé de mathématiques, niveau première, est suffisant pour engager une licence AES comme une licence économie gestion. En termes de type d'apprentissage ou de type d'apprenant, il est clair que l'université est davantage faite pour vous si vous êtes capable de travailler de façon autonome, comme collective, mais quand même cette capacité à se prendre en main, parce qu'on vous prend pour ce que vous êtes, à savoir des personnes de 18 ans, majeures, responsables, donc vous avez une confiance dans votre capacité à travailler par vous-même. Donc il faut être justement capable d'organiser son travail de façon seule, comme aussi collective. On n'est pas isolé à l'université, on travaille par groupe d'affinité, bien évidemment, mais il y a quand même un cadrage de travail à avoir. Il y a beaucoup moins d'évaluations, moins régulières qu'au lycée, donc moins d'échéances qui vous feraient peut-être avancer. Donc c'est à vous de trouver, c'est à l'étudiant quand même de se donner ce rythme-là pour travailler de façon régulière autant que possible l'ensemble des différentes matières. On doit également avoir... Juste par rapport aux licences, les baccalauréats généraux, c'est vrai qu'on part sans doute avec un petit peu d'avance. Maintenant, rappelons tout de même qu'on reprend toutes les matières depuis le départ, et les nouvelles matières qui plaisent, on rentre en douceur. C'est vraiment tout à fait le cas. Avec une licence technologique, on peut tout à fait réussir sans aucune difficulté. Mais vraiment, l'élément essentiel, c'est l'assiduité, le fait d'être présent en cours, ça qu'on parlait de la vie étudiante, et c'est vraiment un bel aspect des choses aussi. Le vendredi matin, à 8h en revanche, ceux qui sont là, ça fait une vraie différence, on est en cours. Donc l'assiduité c'est important, et l'implication que l'on met dans son travail, et la régularité dans son travail. Ce sont surtout ces éléments-là, dès lors que l'on arrive à l'université, qui font une différence. Et si on est vraiment convaincu du bien fondé de la formation que l'on a choisie, ça se passe très bien. Et avec un baccalauréat professionnel, si vraiment on est motivé, assidu et sérieux, on peut aussi réussir. Alors, la référence au vendredi matin, c'est parce que le jeudi soir, on a eu des soirées étudiantes. Ça, je pense que les parents de la salle le savent, mais c'est clairement. Les autres ne savent pas encore, et pour je ne sais quelle raison, il y a moins de monde le vendredi matin. Je ne sais pas ce qui se passe entre le jeudi soir. Et si on est en cours, c'est très bien. Alors, également, très très rapidement, mais comme le disait Roland, il ne s'agit pas de dire surtout que les 3 mentions sont exclusivement réservées aux bacheliers généraux, non. La preuve, et les bacheliers d'autres filières réussissent avec moins de taux de réussite, hein, il faut le reconnaître. Et en tout cas, on a mis en place pour les étudiants qu'on identifie comme étant moins bien dotés pour s'engager en licence, des dispositifs en première année pour les accompagner. Il existe par exemple un dispositif de soutien dans la filière économie-gestion qui cible par exemple les néo-bacheliers autres que généraux, et puis pour les bacheliers généraux, celles et ceux qui n'auraient pas de résultats suffisants dans les fondamentaux, en mathématiques, en français par exemple, eh bien ils sont aussi invités à suivre, et d'ailleurs ils sont acceptés à condition de suivre ce dispositif de remise à niveau pour consolider justement leurs acquis dans ces domaines-là. Et il s'agit tout pas de stigmatiser, hein, mais vraiment d'attirer l'attention sur l'importance quand même d'avoir des prérequis, des bases, vraiment de base en expression orale, écrite, en mathématiques, là aussi un niveau basique. Mais voilà, on identifie les profils qui sont
qu'on jugeait un peu fragiles et pour lesquels il faut avoir ces dispositifs de remédiation pour leur permettre d'avoir davantage de perspectives de succès. Après, nous employons également les plateformes autodidactes et Voltaire dans le cadre de la méthodologie de travail universitaire notamment. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de l'expression, que ce soit écrite ou orale, c'est travaillé. Donc voilà, on peut aussi progresser tout au long de son cursus. Alors, très rapidement, pour réussir la transition entre le lycée et l'université, parce que je pense quand même que ça c'est vraiment le gros chantier, le gros sujet quand même pour une première année d'études, en particulier à l'université. Il y a 3 conseils, effectivement une méthode de travail adaptée qu'il faut avoir, c'est-à-dire l'assiduité. Vous n'allez pas être forcément, enfin en tout cas pour les cours en amphithéâtre, il n'y a pas quelqu'un qui se charge de vérifier que tout le monde est là, et si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous, mais en tout cas on s'en n'aime pas plus que cela. Par contre, en télé, l'assiduité est bien prise en compte et sanctionnée. Il faut travailler régulièrement, bien évidemment, suffisamment, préparer donc, en amont, et puis travailler en complément également de ce qui est demandé. Il ne s'agit pas de faire strictement et seulement ce qui est demandé à faire en télé, mais toujours faire un peu plus, parce que c'est un peu plus quand même qui est déterminant. Également en tirant profit des différents dispositifs dont on a déjà parlé, qui sont mis en œuvre dès la L1, et puis également en vous appuyant sur tout un ensemble d'interlocuteurs avec lesquels vous interagissez au quotidien, les enseignants bien évidemment, l'équipe qui encadre chacune des formations, donc la direction du département comme la direction des études. Il y a des étudiants délégués également qui servent de courroie de transmission, et puis les associations étudiantes, et puis également les personnels de la scolarité qui sont nombreux et puis qui répondent à les différents services de l'université qui sont aussi à la disposition et au service des étudiants. Donc cette idée sur laquelle on est un petit peu seul livré à soi-même à l'université est vraiment à gommer, puisque en fait vous avez énormément de dispositifs, encore faut-il les solliciter, ça c'est un point assez important. Alors, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble une semaine de cours, eh bien, voilà un petit peu, je dirais, la volumétrie type pour une semaine de cours en première année en économie-gestion ou en AES. Donc, ça peut commencer dès 8h et puis ça peut finir à 17h45, voire des fois, mais rarement vers 20h. Il y a des plages libres pendant lesquelles, justement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, on peut pas faire n'importe quoi, mais vous pouvez prendre du temps pour vous, mais vous pouvez aussi passer du temps à préparer vos TD ou à travailler au cours régulièrement dans les différentes salles qui peuvent être à votre disposition, comme à la bibliothèque universitaire. Et puis, pour terminer, et on aura passé l'ensemble du diaporama, mais comment est-ce qu'on peut candidater? Alors, pour intégrer ces différentes licences, vous devez passer forcément par la plateforme Parcoursup. Vous avez déjà accessible, au moins pour présenter les différentes formations, pas encore pour réaliser les vœux, ceci va pas tarder à arriver, mais si vous êtes sur le moteur de recherche, donc par le menu rechercher une formation sur Parcoursup, vous tapez les 3 mots-clés économie, gestion, presse, pas plus que ça. Vous allez avoir alors, tout un ensemble de formations, parmi lesquelles, pas seulement celle-là, mais tout un ensemble de formations parmi lesquelles, 6 choix. Qui vous permettront de cibler en fait pour la L1 à AES, si vous voulez aller à Brest ou à Quimper, si vous voulez accoler ou pas le dispositif LAS, donc le dispositif de médecine. Et puis pour la licence économie-gestion, il faut passer par le portail économie-gestion et management, et vous aurez soit accès au parcours international, soit accès au parcours général avec éventuellement l'ajout du parcours santé. Voilà, donc c'est là aussi pour présenter un petit peu les différentes modalités qui apparaîtront donc, sur la plateforme Parcoursup et bien cibler celles, je dis bien celles au pluriel, vous pouvez cibler différents, par exemple vous pouvez candidater et au parcours général économie-gestion comme au parcours international et également en première année à AES, à Brest comme à Quimper. Vous pouvez faire l'ensemble de ces choix, il n'y a aucun problème par rapport à ça. À la fin, votre
possiblement que dans une seule. Petite remarque technique, on a souvent un classement qui apparaît. Il est surtout indicatif, donc c'est vrai qu'il y a des classements en fait, qui sont demandés, donc les dossiers sont classés. En revanche, c'est plus indicatif qu'autre chose, puisqu'effectivement, toutes nos filières, à part la filière parcours international, qui est sélective, à 30 places maximum, les autres ne le sont pas. Et nous n'arrivons très honnêtement jamais à saturation, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'inscription, in fine. Le dossier sera sélectionné et le classement est surtout indicatif. Et sur la base des années précédentes, tous les étudiants qui ont candidaté à différents parcours, sauf le parcours international qui est sélectif, mais tous les étudiants ont été classés. Enfin, certains ne sont pas classés pour différentes raisons, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, donc, voilà, mais c'est vraiment ici marginal. Mais pour l'essentiel des étudiants, ils sont classés et ils sont appelés du premier au dernier. Voilà. Donc, les premiers sont appelés en premier, et puis on descend à la file d'attente à mesure que les places sont ouvertes. Mais en tout cas, pour les dernières éditions de Parcoursup, tous les étudiants qui ont été classés jusqu'au dernier ont été à un moment donné appelés, plus ou moins tôt, plus tard pour les derniers, bien évidemment. Si on regarde quand même un petit peu ce qui est pris en compte justement par Parcoursup, pour les titulaires de baccalauréat général, on va regarder, alors ici c'est vraiment dit dans des termes très très larges, mais on est très attentif au tronc commun qui constitue de point de vue quand même un gage de solidité académique autour du français, des mathématiques, pardon, pas de mathématiques, de l'histoire géo, de l'anglais, et enfin de la LV1 et de la LV2. On va aussi regarder le choix et les notes obtenues aux spécialités. Ça c'est important. Il y a des spécialités qui sont davantage adaptées que d'autres, et donc qui permettent d'être un peu mieux classées. Pour les sciences économiques gestion, ça va être sciences économiques et sociales, ça va être AGGSP par exemple, notamment. Mathématiques également, avoir fait des mathématiques au moins jusqu'en première est un avantage. Mais ça n'apporte rien de plus si vous avez fait au-delà. Si vous n'avez pas fait de mathématiques jusqu'en première, ce sera quelque chose qui vous classera un petit peu moins bien. Pour les étudiants, pardon, pour les candidats qui viennent des séries technologiques comme professionnelles, on va aussi regarder, parce que cela est commun, le tronc commun français, histoire géo, anglais, et puis on va regarder, alors ça dépend aussi des spécialités de baccalauréat, mais si au sein des mentions, il y a des matières en lien avec l'économie et la gestion au sens large, et l'AES, on va aussi les prendre en compte. On va également être très attentif aux avis qui sont remontés par les conseils de classe et les fiches à venir qui sont transmises par donc, les établissements. C'est vraiment très important. Ils vous ont vu à l'œuvre pendant 2 ans au moins et les informations de première main qu'ils peuvent nous transmettre sont prises en compte. Et puis on va prendre en compte également les lettres de motivation qui pourront aider à les partager et à apprécier la cohérence de la candidature avec le projet, s'il y en a un, le projet professionnel, le projet de poursuite d'études. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire à ce sujet-là. Pour terminer, si vous êtes indécis, c'est normal, tout à fait normal de ne pas savoir, et même je dirais plutôt sain de ne pas savoir très tôt ce qu'on a envie de faire. Comme Ronan l'a dit, il n'y a aucun mauvais choix parmi les différentes mentions qu'on a vous présenter. La preuve en est que vous pouvez rentrer par n'importe quelle de ces 3 portes et sortir par n'importe quelle de ces 3 portes. Vous pouvez rentrer en AES, sortir en gestion, rentrer en AES, sortir en économie de gestion, rentrer avec l'idée que vous irez en gestion et vous sortirez d'AES, il n'y a aucun problème, ça marche. Il y a des passerelles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a des possibilités à certains moments de bifurquer d'une licence à une autre si vous vous rendez compte que Donc, il y a des gens même faire du droit ou vers une professionnelle avec toutes sortes de possibilités sauf au thème. Voilà. Et également aussi, on a parlé de cette possibilité-là. Beaucoup d'étudiants en première année, finalement, se rendent compte que ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Beaucoup, la majorité, bien évidemment, mais quand même 10%. Et bien pour ces étudiants-là, ce qui serait vraiment un échec, c'est de ne rien avoir fait de cette année-là, de ne pas en avoir appris quelque chose, non pas sur le plan académique, mais de ne pas avoir davantage compris ce qu'ils avaient envie de faire. Et de ce point de vue-là, le service fait à venir est vraiment très utile pour un moment donné, quand on se dit, bon ben voilà, j'abandonne la mention dans laquelle je suis. Il ne faut pas arrêter de venir à l'UBO, peut-être arrêter de venir en cours si vous abandonnez, mais n'arrêtez pas de venir à l'UBO, passez du temps avec les venir pour mûrir et puis mieux rebondir pour savoir l'année d'après être là où cela semble être le plus adapté. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Alors aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, des questions et puis
aussi les interventions donc, de nos deux étudiants qui vont compléter ce qu'on a pu vous dire un peu longuement, mais on a aussi d'autres opérations de communication, hein, le salon Azimut qui se tient donc, du 25 au 27 janvier à la Pinfeld, les journées portes ouvertes qui se tiennent le 10 février à Quimper, au pôle universitaire Pierre-Jacques Lézévias, et puis le 17 février, la semaine suivante, à Brest. Donc, vous serez accueillis à bras ouverts donc, dans les locaux. Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a le site de l'UBO qui vous permet de tomber sur les différentes composantes, les différentes formations. Et puis, il y a aussi le site plus spécifique de la faculté de droit économique et gestion AES sur lequel beaucoup d'informations figurent également. Et fin février également, je crois que c'est à partir du 23 février, il me semble, mais je suis plutôt tout à fait sur des dates, on peut aller voir sur le site de l'université. Possibilité aussi de passer une demi-journée ou une journée en immersion. On va un peu voir. Ça, je vais en parler, je vais expliquer tout à l'heure comment ça se passe. Et je montrerai notamment le lien d'inscription. Alors, donner la parole maintenant à vous, Aliénor, pour compléter la présentation de votre témoignage et puis tout ce que vous avez envie de dire en réaction à ce qui a été présenté, puis votre témoignage en tant qu'étudiant de deuxième année en licence AES. C'est bon, c'est bon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Aliénor, je suis en deuxième année d'administration économique et sociale, donc en L2AES. En fait, moi j'ai su assez rapidement que je voulais être en licence AES. En fait, au début, je voulais être dans la communication digitale, mais mes notes en numérique et sciences informatiques, ça ne suivait pas en première. Donc, du coup, en terminale, j'ai pris des spécialités SES et HGGSP, donc histoire géo et sciences économiques et sociales. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu qu'il y avait la licence AES. En fait, cette licence, elle me plaît bien parce que c'est très pluridisciplinaire. En fait, j'ai une mémoire qui est très globale et je sais que si je me spécialise dans quelque chose en particulier, ça va vite être assez indigeste. Donc du coup, AES, c'est pour ça que ça me convient bien. Parce qu'en fait, il y a et du droit, et de l'économie, de la gestion, et de la sociologie. Et puis surtout, je me disais aussi que si mes résultats ne suivaient pas en étant spécialisée, en fait, je voulais pouvoir me rapprocher à d'autres matières si possible. Et donc, en fait, ce que je m'étais dit aussi, c'est qu'il fallait que je me prépare en fait, à l'université. Donc, en termes de notionnel, je me suis préparée en fait. Par exemple, je suis allée à la BU dès la terminale en fait, pour consulter un peu les ouvrages sur place, voir les annales, ce qu'il y avait un peu pour me préparer au mieux. Et en fait, ça a été plus facile que prévu la L1 quand je m'attendais à ce que ce soit vraiment quelque chose de compliqué. Et en fait, pas du tout. Il y avait même des notions qu'on avait vues en terminale en fait, qui ont été reprises. En fait, il y avait beaucoup d'étudiants qui se réorientent ou qui n'ont pas fait un même bac. Et du coup, c'est pour ça le but, c'est vraiment de remettre à niveau en fait, tout le monde, que tout le monde puisse partir sur la même base. Et après, au fil des années, il y a souvent un préjugé aussi qui est dit, c'est qu'en L2 et L3, c'est plus compliqué. Et pareil pour les semestres, mais en fait, non. Parce qu'en fait, c'est semestre 1, semestre 2, semestre 3, par exemple, c'est vraiment pas du tout les mêmes programmes, on part vraiment à zéro. Donc, il faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est pas parce que vous avez de mauvais résultats au semestre 1, par exemple, que vous ne pourrez pas vous rattraper au semestre 2. Et donc, du coup, voilà. Donc, moi, le but là maintenant, c'est d'être. C'est de continuer la licence AES. Comme ça, je peux intégrer un master de gestion des ressources humaines à l'IAE. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est. Comme disait monsieur je me sers vraiment de la licence AES comme tremplin pour mon projet. Donc voilà. Mais n'ayez pas peur si vous ne savez pas comment faire pour vous orienter. Si vous ne savez pas quoi faire, en fait, cherchez pas trop au niveau des L1. En fait, cherchez plutôt du côté des masters. Comme ça, si vous avez une idée de master en tête, vous regardez ce qu'il faut faire comme licence pour y accéder. Et comme ça, vous pourrez choisir en fait en fonction du master en fait. C'est ce qui m'avait été conseillé parce que moi je cherchais plutôt une licence, mais je ne savais pas trop à quel débouché ça pouvait mener. Donc du coup, ce qui m'avait été conseillé, c'est de chercher à l'envers et de faire en fonction des masters. Voilà. Et du coup, cette idée de master, elle vous est venue à quel moment ? Au cours de la terminale, en fait, au début, je voulais être dans la communication digitale, mais ça ne suffit pas très clairement.
Donc, du coup, l'idée, c'est de trouver quelque chose dans lequel j'aimais bien. Et du coup, en fait, donc, j'ai vu un peu les différents masters qui étaient proposés. Et en fait, ce qui se rapprochait le plus de chef de projet, en fait, c'était clairement RH. Ce que j'aime bien dans RH, en fait, c'est qu'on peut accompagner les gens. Enfin, il y a vraiment du contact et j'aime bien. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai vu qu'il y avait le master gestion des ressources humaines à l'IAE. Et j'ai vu qu'on pouvait y accéder, en fait, via AES. Parce que l'économie et gestion, c'est un trop spécialisé pour moi. Du coup, voilà. Petite question subsidiaire, je sais que vous avez une appétence pour les langues vivantes, toutes sortes de langues vivantes d'ailleurs. Est-ce que vous envisagez une année à l'étranger en M3 ou pas vraiment? Pas vraiment, en fait. Mais vous avez étudié les langues vivantes voilà, de votre côté. Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est original, c'est très intéressant votre démarche d'avoir dès la terminale commencé à regarder les masters qui pouvaient vous intéresser. Est-ce que vos collègues ont eu cette même démarche ou est-ce qu'on peut arriver, comme le disaient les enseignants tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres collègues qui au contraire sont arrivés en première année de licence sans avoir d'idée préconçue des masters vers lesquels ils pouvaient se diriger et puis petit à petit ça vient? En fait, en première année, il y a beaucoup de personnes qui se sont orientées et qui allaient vers AES parce que c'est pas trop ce qu'ils allaient faire, c'est pluridisciplinaire et que comme ça ils savent pourquoi ils sont là, en fait, ensuite. Mais oui, en fait, parce qu'il avait été dit une fois dans une réunion, c'est que 50% des personnes en fait, choisissaient AES en première intention, on va dire, y compris même en réorientation, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent AES parce qu'elles confondent avec l'éco-gestion aussi. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient en fonction du master. L'idée, c'était vraiment plus d'avoir une première année dans l'enseignement supérieur. Alors après, je ne sais pas comment c'est dans d'autres lycées, mais je sais que dans le mien, ça a été vraiment considéré comme une voie de dernier recours, l'université. Alors que moi, l'université, pour moi, c'est vraiment le premier choix parce qu'il y a énormément d'autonomie. Et puis surtout, s'il y a besoin, on peut être accompagné, mais si on a besoin aussi de plus d'autonomie, on peut l'avoir. Et en plus, moi je sais que je suis quelqu'un qui adore énormément pouvoir anticiper. C'est pour ça que je me préparais en fait par rapport au master aussi. Et parce que l'idée en fait avec les études supérieures et l'enseignement supérieur, de manière générale, c'est de pouvoir accéder à un travail ensuite. Et c'est vraiment dans cette optique-là aussi que je me suis mise à voir un peu les différents masters qu'il y avait pour ensuite voir les licences. D'accord. Et juste une petite question, vous insistez sur cette autonomie qu'il est indispensable d'avoir à l'université et pour laquelle on peut avoir beaucoup de plaisir aussi à avoir à gérer cette autonomie. Est-ce que comment vous avez vécu les premiers mois à l'université? Comment vous vous êtes organisé? Comment vous avez trouvé votre méthode de travail? Alors moi, je sais que j'ai une mémoire qui est très visuelle et très auditive en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui marche, c'est vraiment de lire les cours et de lire les cours et à gauche. Donc je sais que je fais comme ça. En fait, je sais que les matières, on avait des TD, je voyais les cours avant de faire le TD. Et les cours où on n'avait pas de TD, j'essayais de les voir au moins 1 à 2 fois dans la semaine. Et comme ça, le jour du partiel, en fait, ça allait tout seul. Et en fait, je sais que je travaillais énormément à la BU. Et dès que on peut remarquer que je faisais vraiment en fait du 8h 18h. En fait, c'est-à-dire que si j'avais un trou en fait dans ces horaires-là, j'allais à la BU pour travailler. Et du coup voilà. D'accord. Et donc vous avez trouvé rapidement votre méthode de travail. Et si vous aviez eu des difficultés, vous auriez pu faire appel aux associations ou comment ça se passe? Alors en fait, c'est quand vous parlez bien en termes académiques, c'est ça? En termes d'organisation du travail, de comprendre le fonctionnement du travail, on a eu la méthodologie du travail universitaire en premier semestre. Et donc, du coup, l'enseignant nous a vraiment expliqué comment faire. On a une séance qui est dédiée justement à l'emploi du temps. Et
Et enfin, ça aide vraiment beaucoup. On a même une séance sur la prise de notes. Parce que moi, je sais que j'ai énormément de difficultés à synthétiser l'information. Enfin, j'ai tendance à vraiment développer mes idées. Donc, du coup, je sais que ça m'a bien aidé sur ce point-là. Et du coup, voilà, donc si jamais vous avez des difficultés, bah, je sais qu'il y a la possibilité d'avoir des enseignants référents. Alors, moi, je n'ai pas ressenti le besoin, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont eu besoin et ça les a aidés. Et sinon, bah, il y a toujours la possibilité de s'adresser aux professeurs si vous avez des difficultés dans certaines matières. Je sais que des fois, quand j'avais des points on va dire, qui manquaient entre guillemets sur la copie, je me demandais ce que je pouvais faire pour m'améliorer, etc. Donc du coup, les professeurs me donnaient des conseils pour m'améliorer. Et du coup, voilà. En fait, si vous avez des difficultés, il faut vraiment être dans une démarche de progresser, de comprendre. Et comme ça, par la suite, en fait, ça va tout seul. En fait. S'il y a vraiment 2 mots à retenir en fait, pour être dans une licence ou à l'université de manière générale, il faut vraiment être motivé et être persévérant. C'est la constance vraiment qui va vous mener à la réussite. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus important encore qu'au lycée d'oser aller poser des questions, d'oser aller rencontrer les enseignants? Ce qui nous avait été dit au lycée, c'est que dans l'enseignement supérieur, ce serait vraiment à nous d'aller chercher les informations. Et du coup, voilà. En sachant que la méthode de travail aussi, j'en profite pour ajouter une précision. Méthode de travail, j'avais en fait des lycées dans le collège, donc du coup, j'ai pas eu trop à changer de méthode. Voilà. Donc ça signifie peut-être aussi que les conseils qu'on peut donner au lycée sur la méthodologie de travail, sur la prise de notes, ouvrent accès plus facilement à l'université. Mais après, il ne faut pas hésiter à aller creuser soi-même en fait. Et les échanges sont tout à fait souples entre étudiants et enseignants, donc on n'hésite pas à franchir le pas. Et c'est vrai que les structures sont quand même assez confortables, les effectifs sont très raisonnables, donc voilà, il n'y a pas un fossé, surtout pas d'ailleurs, ça peut être un imaginaire qu'on peut avoir en tête, non pas du tout, en fait, il y a vraiment un échange qui est tout à fait souple. Mais voilà, n'ayez vraiment pas peur en fait d'aller chercher les informations par vous-même, d'aller voir à la BU, même si vous êtes au lycée par exemple. Enfin, je sais que il y avait des étudiants qui me demandaient un peu où j'étais. Moi, je pensais que j'étais au lycée, je sais que ils pensaient que j'étais stressée, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que je cherchais des informations. Donc n'ayez vraiment pas peur de ce préjugé-là qu'on peut vous coller entre guillemets si vous cherchez des informations au début, c'est que vous êtes stressé. Non, vous construisez votre avenir et c'est le plus important. Alors j'imagine que l'intervention d'Aliénor va susciter pas mal de questions tout à l'heure. On va juste laisser peut-être la parole à son collègue. Alors j'ai peur d'écorcher votre nom, veuillez m'excuser, Cambi. Et donc je vous propose de présenter un petit peu, comme l'a fait Aliénor, votre parcours. Et puis ensuite on vous laissera la parole pour des questions. Du coup, oui, moi c'est Cambi, je suis actuellement à L3 Économie Gestion, également président de Ecopus, association des étudiants en économie gestion. Contrairement à Aliénor, mon parcours est beaucoup plus chaotique, c'est-à-dire que je suis en licence depuis suffisamment longtemps pour ne pas avoir le même bac que vous. Quand je suis arrivé, moi j'ai commencé par une licence en biologie, et la bio toujours. Très rapidement, au bout de la fin du premier semestre, je me rendais compte que j'étais plus centriste qu'autre chose. J'avais une idée de projet que j'avais à la base, que je me rendais compte que c'était très très dur à atteindre. Et je me suis posé la question seulement à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir rebondir, parce que j'ai déjà perdu un semestre, et du coup, comment je peux faire pour continuer à avancer. C'est à ce moment-là que justement, moi, je me suis tourné vers Cap Avenir pour travailler sur un projet professionnel, trouver ce qui pouvait me plaire, du coup, voir ce que je pouvais faire l'année suivante. C'est comme ça que je me suis retrouvé en économie de gestion. Et l'éco-gestion, du coup, pour moi qui n'avais rien fait d'économie, ça a été compliqué. Je veux dire, ma première note en éco-gestion, c'était un 0,25 en comptabilité, je m'en souviens toujours cela. Mais bon, j'ai réussi à faire ma L1, ma L2, ma L3, enfin ma L3, j'ai fait 2 fois, c'est ma deuxième L3, mais pour des raisons différentes, qui est le fait que je vise un certain master, et pour maximiser mes chances, j'ai décidé par moi-même de redoubler à la suite de mon 5e semestre. Et du coup, concrètement, à l'arrivée à la fac, moi je l'ai vécu comme quelque chose d'assez passif, parce que premièrement, on s'est vite retrouvé confiné. C'était une période assez fun, ça, le confinement. Mais aussi parce que, contrairement en éco-gestion, quand je suis arrivé en bio, on était
600, je crois. Et donc, du coup, on était vraiment noyés dans la masse. Quand je suis arrivé en éco-gestion, la démarche était totalement différente, étant donné qu'on était 120, il me semble, quand moi j'étais en L1. Et je suis plus sûr du chiffre, mais bon. Et du coup, on était tout de suite beaucoup plus proche des profs, beaucoup plus proche entre étudiants, même entre nous. Là, je suis en L3, on est 38. Il n'y a pas un seul élève de ma promotion actuellement que je ne connais pas, avec qui je n'ai pas l'occasion de discuter. Et d'ailleurs, c'est là où je dirais que la présence est intéressante. C'est au-delà d'avoir le cours, c'est les rencontres qu'on y fait, parce qu'il y a des fois où je bloquais sur quelque chose pendant des heures, et j'ai juste parlé à une personne qui, lui, a passé du temps dessus, a fini par trouver la réponse, et tout se débloque, et par un enchaînement de choses, on avance beaucoup plus vite en maximisant les connexions qu'on peut faire à la fac, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est les rencontres qu'on y fait, au-delà de l'enseignement, parce que l'enseignement, il est entre guillemets normal de l'avoir. Après, est-ce que vous allez pouvoir faire des rencontres et pouvoir développer un vrai réseau, ça dépend de vous et de votre investissement. Au-delà de ça, la fac, je pense très sincèrement que la grosse différence avec le lycée, ça va être le fait que le lycée, vous êtes vraiment dans l'apprentissage, là où je trouve que la fac, on expérimente beaucoup plus ces choses. C'est-à-dire qu'on parlait de méthode de travail, moi j'y suis allé en tâtonnement. Genre, encore l'année dernière, je continue à retravailler une méthode de travail parce que je me rends compte qu'il y a certains trucs sur lesquels je bloque encore, ça marche pas. Du coup, on retravaille, on revoit ce qui va pas, pourquoi ça bloque. Et on continue toujours de tâtonner, on apprend, on essaye, on rate, ça arrive très souvent. Moi, je dirais que je suis plutôt moyen en termes d'étudiant, je suis pas dans le top promo, mais j'essaie toujours de me donner les moyens de pouvoir continuer à avancer, de ne pas rester bloqué sur les choses, et ça passe justement par poser des questions, que ce soit aux professeurs, aux autres étudiants. Nous, en éco-G, avec Ecopus, on met en place un système de parrainage pour permettre aux étudiants de L1 pour être en contact avec des étudiants de L2, L3. Au-delà de ça, comme M. L l'a dit, on a le tutorat où des étudiants de L2, mais majoritairement de L3, il me semble, donnent des cours justement au L1, enfin des cours particuliers où vous pourrez vraiment travailler point par point là où vous bloquez réellement. Alors qu'en cours, les profs ont peut-être parfois moins de temps. Mais même au-delà de ça, les profs sont aussi beaucoup plus proches de nous, ils en entendent plus de nous parce qu'effectivement, on n'est plus en L1, ça va, mais dans L2, au bout d'un moment, on est censé pouvoir être non seulement autonome, mais aussi proactif, c'est-à-dire que quand on vient en cours, on a préparé quelque chose, on n'est pas juste là à assister et à prendre des notes, ça va beaucoup plus loin que ça. Et en ça, les profs ont plus d'attentes, mais aussi nous prennent beaucoup plus au sérieux. Arrivant en L3, clairement, le rendu qu'on attend de vous, c'est un rendu professionnel. On n'est plus des lycéens, des collégiens, on va vraiment au-delà de ça, c'est que ce que vous produisez à la fac, ce que vous montrez aux profs, c'est un truc que vous devrez être capable de défendre face à des vrais professionnels, parce que l'année d'après, pour la plupart, c'est l'alternance, qui dit alternance, dit réellement confrontation au monde professionnel. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous préparer à ça et vous dire que chaque moment que vous passez à la fac, au-delà de chercher à avoir le diplôme, c'est être capable de pouvoir revaloriser toutes les connaissances que vous avez emmagasinées pendant ces 3 ans, à un moment donné, face à une situation. Et je pense que c'est vraiment le plus important comme démarche à faire à la fac, c'est vraiment savoir comprendre ce que vous faites à la fac et pourquoi vous y êtes. Et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, tout devient plus simple. C'est beaucoup plus simple de se lever le matin pour aller en amphi. On parle d'assiduité, mais forcément, quand on a un projet, c'est beaucoup plus facile d'être assidu quand on a son projet de construire. Et derrière, pareil, l'implication en cours sera beaucoup plus grande. Mais à nouveau, ça ne se fait pas du premier coup. Trouver son projet, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est pour ça que vraiment, il ne faut pas avoir peur de tâtonner, d'essayer, d'expérimenter, de se rater par moments. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde dans une promotion. On n'a pas tous ans. La part nous ne sont pas à ce niveau-là. Tout le monde a eu au moins une tollée une fois. Après un carton au moins une fois, ça arrive, ça fait mal, c'est chiant. Mais en fin de compte, on en apprend forcément quelque chose. Pourquoi vous avez raté à ce moment-là? Des fois, vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Juste passer à autre chose. S'attarder sur l'échec que vous avez eu à un instant T ne servira à rien. C'est juste, ça mène juste justement à une tourmente où vous prenez juste la tête pour rien, vraiment juste avancer, essayer et continuer d'apprendre. Voilà. Et votre réflexion au fur et à mesure, elle vous a conduit à quelle conclusion en fait? Vous iriez vers quel domaine? Oui. Moi, je vise le master modélement finance pour faire la gestion de patrimoine. Juste après, et justement, l'UBO, c'est pratique parce qu'ils ont justement ce cursus en gestion de patrimoine.
Mais au-delà de ça, j'avais ce projet-là quand je suis arrivé en éco-gestion, mais après je me suis intéressé à d'autres domaines divers et variés. Il y a la gestion du territoire qui peut être une piste. Il y a également le master, j'en parlais à Anna. En fait, c'est bien d'avoir un projet, mais c'est bien aussi de pouvoir se diversifier, parce qu'avant la section master, je suis passé par là l'année dernière, du coup, est quelque chose de complexe. Et si vous prenez qu'un seul projet, surtout s'il est très spécifique, vous pouvez très fortement être déçu. Donc avoir un plan B, voire un plan C, est toujours permet d'avoir justement une porte de sortie pour pouvoir quand même vous rapprocher à quelque chose, parce que je pense que sortir d'une éco-gestion et se retrouver sans master, ça peut être quelque chose de dur. Moi, je sais pas, je n'ai pas voulu prendre le risque, j'ai choisi de redoubler, mais je n'ose même pas imaginer ce que ça fait. Et vos projets de stage sont en adéquation avec le projet de master à suivre? Oui, bien sûr. Actuellement, je cherche un stage en banque gestion de clientèle professionnelle, étant donné que ce qui m'intéresse le plus, c'est la gestion de patrimoine, et que avoir un stage de gestion de patrimoine, c'est particulier, étant donné que c'est très confidentiel les données utilisées. Donc, du coup, si on n'est pas interne à la banque, c'est quasiment impossible de pouvoir réellement travailler dans ce domaine. C'est pour ça que j'essaye de faire mon entrée dans le milieu professionnel petit à petit et faire mes marques au fur et à mesure. Est-ce que quand vous dites j'essaye de faire mon entrée dans le milieu professionnel, vous parlez des stages, mais est-ce que comment vous faites autrement pour faire votre entrée dans le milieu professionnel? Vous avez, je sais pas, des professionnels enseignants, vous avez... Alors, en éco-gestion, on n'a pas beaucoup de professionnels enseignants, mais la plupart de nos enseignants ont été professionnels dans leur domaine. Et au-delà de ça, j'ai tendance à dire que je prends tout ce que je peux, c'est-à-dire que même au-delà de forcément juste avoir un stage ou autre, c'est se renseigner, se tenir au courant de l'actualité, qu'est-ce qui fait que tel marché fonctionne, tel métier fonctionne. Est-ce que un métier ou un autre est bloqué, ou au contraire, ça a beaucoup de débouchés ou autre. C'est vraiment juste se tenir au courant, être curieux et à nouveau essayer des choses. Je suis désolée, je crois que c'est ma faute. Donc, lorsque vous avez choisi votre master, vous aviez déjà une idée précise en choisissant le master des métiers vers lesquels vous souhaitiez vous diriger? Alors, moi, je n'ai pas choisi un master, je choisi un métier avant tout. C'est le métier de gestionnaire patrimoine qui m'intéressait. Et donc, je me suis renseigné sur quelles études il fallait que je fasse pour y accéder. Et c'est comme ça que j'ai choisi du coup la licence économie-gestion dans un premier temps, parce que pour accéder à la licence MBFA, au master MBFA, monnaie banque finance, qui est le master principal pour accéder à ce métier, il n'y a pas que la licence économie-gestion, il y a la licence Millage par exemple, qui rentre aussi en compte, la licence AES. Voilà ce que je vais dire aussi. Qui peut permettre d'y accéder. Et à partir de là, j'ai choisi en fonction de mes affinités par rapport à quelle licence me conviendrait le plus. Et voilà. Est-ce que vous étiez de Brest tous les deux? Oui. Non. Non. Pas du tout. moi, je suis de Saint-Denis. Et du coup, comment s'est passée l'intégration dans cette nouvelle ville pour faire vos études? Alors, pour ma part, à nouveau, c'est très particulier parce qu'on est vite en clinique confinée. Du coup, les premières années, j'étais chez moi, c'était en appartement, c'était particulier, mais sinon, dès qu'on a été déconfiné, il y a des associations étudiantes forcément qui font des événements, que ce soit soirées ou prochainement, par exemple, on fait une modélisation des Nations Unies qui permet de rencontrer des gens. Et au-delà de ça, c'est en allant en cours, tout simplement, en discutant avec des gens, un groupe de TD. C'est un peu comme lycée, au fur et à mesure, vous découvrez votre classe, vous tissez des liens avec les gens avec qui vous avez plus ou moins d'affinité. Voilà. Vous organisez un séjour à Paris, il me semble. C'est la C. C'est pour les droits. Confusion. On vous remercie. Alors, j'imagine que vos interventions à tous les quatre ont suscité des questions, peut-être sur le chat ou dans la salle. On vous laisse vous exprimer, n'hésitez pas. Oui. Alors, est-ce que ça vous embête juste de parler dans le micro pour que les gens qui sont à distance vous entendent? Sur le nombre d'étudiants qui commencent en première année, combien passent en deuxième année du premier coup? Oui.
Nous avons des taux généralement qui se situent autour de 50% de réussite de passage entre la L1 et la L2. Après, le chiffre aussi, voilà, il faut peut-être le contextualiser. On a donc effectivement des étudiants en L1 qui n'est pas encore tout à fait, leur projet n'est pas abouti, donc ils vont se réaiguiller, ils vont être accompagnés, ils vont partir dans une autre direction. Voilà, oui. Donc, ce qui explique aussi pourquoi certains ne poursuivent pas. Maintenant, si ceux qui poursuivent, je crois que c'est vrai que convaincu au fait du bien fondé de la formation, d'avoir une idée en perspective, serait plutôt on a un projet défini, ça aide aussi à rester très, très motivé. Parce qu'effectivement, ceux qui sont réguliers dans leur travail fonctionnent bien. Après, ça peut être moins le cas pour d'autres, qui aussi ciblent des formations au sein desquelles ils n'avaient pas été pris, qui peuvent être pris dans un second temps aussi. Donc, ne pas accéder à la L2, ne pas dire en situation d'échec, bien au contraire, c'est vraiment ça peut être plus souvent, d'ailleurs, c'est partir dans une autre direction. Voilà, en étant accompagné comme il se doit, en trouvant la place qui est la bonne. Je vais compléter ce que je disais avant. En prenant les exemples de l'an dernier, en première année, en économie de gestion, on avait à peu près 160 personnes qui étaient inscrites en début d'année, qui étaient à peu près 150 présentes, donc 160 inscrites, 150 présentes au début des amphis, puis arrivé à la session d'examen du mois de décembre, 110 se présentent. L'écart, l'évaporation n'est pas de notre fait, ce sont des étudiants qui ne se présentent pas. D'accord, donc voilà, déjà, vous voyez que 110 au maximum peuvent passer en deuxième année, ceux qui se présentent, et sur les 110, on a un taux de réussite qui est de l'ordre des 3 quarts à peu près. D'accord, donc ce qui fait que si on regarde les choses brutes, il y a de quoi effrayer, mais alors, vous êtes faire une œil de ce taux de réussite assez suspect à la sortie du lycée, dont on voit la baisse du niveau à l'arrivée quand même de l'université, qui est très lente, mais on a quand même effectivement, les mots-clés qui ont été dit, genre motivation, persévérance, sont les clés de la réussite, les travail régulier. Le principal danger, le principal facteur, je dirais, d'échec, entre guillemets, sans vouloir incriminer les étudiants, mais c'est soi-même comment on gère sa première année. Je pense que soi-même, en tant qu'étudiant, si on a fait des études à nos âges, la première année d'études, on a vu autour de nous comment nos homologues se sont comportés, qui venait, qui ne venait pas, et ce qui se joue à ce moment-là, et pourquoi on croche ou on ne croche pas dans les études. Mais ça explique quand même une grande partie. Vous voyez, on a quand même un 30% déjà de promotion qui ne peut pas passer en deuxième année, faute d'avoir combattu. Donc ça, c'est pas un taux d'échec qui est à prendre en compte. Le taux d'échec qui est à prendre en compte, c'est ceux qui se présentent. À ce moment-là, le taux de réussite est bien meilleur. Et d'un point de vue pédagogique, on s'aperçoit aussi qu'il y a parfois des choix qui ne sont pas, qui ne sont pas judicieux. Par exemple, le fait de ne pas aller à un cours magistral va poser problème dans le cadre du TD qui suivra, parce qu'effectivement, on n'aura pas acquis les notions théoriques qui sont mises en pratique dans le cadre du TD. Donc, quand on est vraiment convaincu, voilà, quand on est sérieux et assidu, on va et au CM et au TD. Et il est vrai que la surveillance en CM est moins stricte dans une politique en fait d'assiduité dans le cadre des TD, moins dans le cadre des CM. Et les étudiants qui sont présents et au CM et au TD, qui fournissent un travail régulier, minimum, fonctionnent bien, vraiment. Et c'était mieux expliqué d'ailleurs, Julien. Tu as mieux contextualisé de 50%. Oui. C'est vrai que, effectivement, ce n'est qu'un chiffre. Après, il y a quand même derrière cela. Les étudiants qui sont vraiment assidus, présents et travailleurs fonctionnent vraiment bien. Juste pour rebondir sur ce que disait monsieur Robert, la présence en CM, moi, les gens m'ont dit beaucoup que c'est pas obligatoire, mais il faut y aller parce que ça vous permet d'avoir le cours. Au-delà de ça, c'est du travail en moins. C'est vraiment le temps que vous passez en CM, c'est du temps que vous ne passerez pas bosser chez vous parce que vous n'avez pas récupéré les cours et les retravailler. Et au-delà de ça, en L1, en tout cas en éco-gestion, de la part de mon entourage, j'ai été préparé ça. En allant en CM et en préparant les TD, vous avez fait la majorité du travail pour préparer les examens. Si vous avez juste fait ça, de manière régulière, arriver au moment où vous allez avoir les premiers contrôles continus, tout viendra naturellement. Et normalement, vous vous en sortez plutôt bien parce que la première année d'éco-gestion, en tout cas, malgré mon 0,25 ans de comptabilité, j'ai trouvé plutôt simple dans sa globalité parce que c'était vraiment des bases qu'on apprenait. Par contre, il faut les avoir suffisamment consolidées en L1 parce qu'arriver en L2 et en L3,
c'est là que ça commence à devenir compliqué et on commence à avoir les premiers ratés. Dans le 1, vraiment juste pour aller en TD, préparer CCM et être régulier dans ce travail, c'est la majorité du travail qui est fait. Donc le temps que vous passez à la fac en CM, ça peut être chiant, mais c'est du temps que vous ne passerez pas à travailler à la maison et c'est à la maison que c'est plus dur de bosser justement. D'autres questions? Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Non? Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé, Camille, de contrôle continu. Ça veut dire est-ce qu'on peut revenir 30 secondes sur cette notion de contrôle continu, de partiel? Alors, concrètement, par rapport au lycée, c'est aussi un gros changement, c'est que, en tout cas, en éposition, on a la plupart du temps maximum 3 contrôles continus et un partiel. La plupart du temps, c'est un contrôle continu et un partiel. Il y a quelques matières qui en donnent un peu plus, mais la plupart du temps, c'est un contrôle continu et un partiel, ce qui fait qu'on n'a que 2 cartouches à tirer pour avoir sa note dans un semestre. Et c'est ultra important de prendre ça en compte dans le sens où, si on dit, monsieur avait tendance à nous dire pendant tout le long de la licence que le contrôle continu est un indicateur, c'est aussi, si vous avez arrêté le contrôle continu, ça veut dire que vous avez performé au partiel suffisamment fort pour attraper la note de contrôle continu. J'ai dû le faire, c'est chiant, vraiment, si vous pouvez vous économiser l'effort de le faire, c'est beaucoup mieux, mais du coup, avant, c'était 50-50. J'étais là, on parlait de points ECTS, il faut aussi prendre en compte cette considération de ça par rapport au temps que vous avez vos matières, parce que les points ECTS, moi, je considère que, quand je matérialise dans ma tête, c'est un peu comme les coef. Et si vous avez des points ECTS, une matière qui est un coef 4 en points ECTS et que vous négligez le contrôle continu, ça veut dire que c'est concrètement une note qui est avec coef 4 qui va compter pour la moitié de votre note au semestre que vous avez perdu. Et c'est pour ça qu'il faut extrêmement faire attention à ce genre de détails et qui peuvent faire totalement la différence sur un semestre qui se joue à rien d'être validé et un semestre qui est validé mais de manière plus correcte. Pour expliciter les termes qui sont employés, effectivement, toutes les UE, toutes les matières, en fait, sont évaluées d'une manière bien spécifiée dans les LCC. Donc, il y a des matières, notamment TD, travaux dirigés, qui vont être évalués en contrôle continu. Donc là, ça veut dire que les devoirs se font sur le temps des TD, et il y en a 2 à minima. En fait, c'est strictement cadré. On est dans le cadre, d'ailleurs, d'un point de vue pédagogique, on parle d'évaluation formative, c'est tout au long de la formation, en fait, ça concourt aussi à la formation, alors que les contrôles terminaux, en fait, donc là, c'est sur une période, une plage d'examen, de contrôles terminaux, on appelle ça des partiels, à la fin de chaque semestre. Là, on est plutôt sur des évaluations sommatives. Effectivement, on va faire la somme de ce qui a été acquis, ou suffisamment acquis d'ailleurs, mais donc voilà, ça c'est vraiment il y en a différents types d'évaluation. C'est de cela que l'on parle quand on parle de contrôle continu ou de contrôle terminaux. On a quand même moins d'évaluations régulièrement qu'en lycée, c'est ça quand même qui est important à prendre en compte, parce qu'on a justement moins de points d'étape pour savoir où on se situe, même si quand même par rapport à ce qu'on a connu il y a 20-30 ans à l'université, on fait quand même plus de contrôle continu, on essaye quand même d'être moins distant du lycée, mais il y a quand même cette distance quand même qui existe et qui fait que les étudiants, s'ils ne travaillent que pour les notes, qui est peut-être un mauvais conditionnement, de mon sens, qui tire du lycée d'ailleurs. On ne travaille pas pour les notes, on travaille pour apprendre et ce que ça va nous apporter, mais pas simplement pour consolider un bulletin. En fait, si c'est simplement l'approche d'un examen qui fait travailler, ça fait un travail par à-coup, ça fait un travail qui n'est pas consolidé. Et comme le disait Camille, venir en télé, venir en cours, que l'assiduité soit faite ou pas, et d'ailleurs, si on ne sanctionne pas l'assiduité, c'est pas pour être plus laxiste ou pas, c'est simplement on prend les étudiants pour ce qu'ils sont, des personnes majeures, responsables, et donc responsables de leurs actes, et donc qui ont subi ses conséquences, bonnes comme mauvaises. Mais en tout cas, si on fait le travail, la présence en amphithéâtre, en cours, quel qu'il soit, amphithéâtre comme télé, c'est la moitié du travail, et en termes de temps de travail et même en qualité de travail, on ne peut pas rattraper dans les notes de quelqu'un d'autre un cours, même si on arrive à avoir 10, 10 c'est la moitié des points, vous en avez autant qui vous en manque. Donc on ne considère pas vraiment quelque chose avec des notes passées. Il faut vraiment se dire que c'est des années où il faut essayer de se donner autant que possible, crocher dedans, et puis il y a des belles choses qui se passent parce que le travail est quand même récompensé.
assez facilement. Et puis, en matière de pédagogie, du point de vue de la définition des notions, on a souvent 3 étapes quand même à respecter. On a l'introduction des notions, quand effectivement on se voit présenter les notions à acquérir. Après, on a l'assimilation, ça prend du temps, ça. Il faut quand même vite se considérer les notions pour après prendre le temps de les assimiler. Et puis après, on a le repassage, la réactivation. Ça dans le cas des TD, par exemple. C'est vrai que tout cela prend du temps. Si on va juste s'intéresser au cours la veille ou l'avant-veille de l'examen, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est la régularité et l'anticipation, ça ce sont quand même des choses importantes. Surtout que les notes ne sont pas les mêmes aussi. Des fois, il y a une marche entre ce qu'on a au lycée, les moyennes assez faciles, et le nombre de personnes à avoir une mention très bien, la part des personnes à avoir une mention très bien de formation sont infimes au regard de ce qu'il en est des résultats du bac et des moyennes de terminale au lycée général. C'est pas du tout les majors le sont, les majors le sont, mais voilà, peut-être 2-3 éléments sur une promotion de 100. Des ordres de grandeur qui sont vraiment pas du tout les mêmes que le lycée. Donc ça aussi, ça peut être un décalage si on part sur une routine un petit peu qu'on a développée au lycée en disant avec ça j'ai tel niveau de note, il y a aussi une surprise légitime, mais quand les notes arrivent, on explore des zones de notation qui sont un petit peu aujourd'hui abandonnées au lycée. Voilà. Je vais juste rajouter que on parle beaucoup de master et de la version pour derrière, mais la L1 est beaucoup moins regardée sur le dossier master. Donc vous avez le temps d'essayer des choses, de construire votre méthodologie. C'est pas grave si vous y arrivez pas du premier coup, de manière générale. La L1 surtout là pour justement faire cette transition entre le lycée et la fac. Justement, on parle de la différence de notation. Moi, au lycée, comme je dis, moi, je me considère comme un étudiant assez moyen, alors qu'au lycée, au contraire, on me considère comme un lycéen assez bon. C'est-à-dire que j'avais une très bonne moyenne. Au bac, tout le monde s'attendait à ce que j'ai une très bonne mention. Alors qu'aujourd'hui, les notes que je vise sont plus les mêmes. C'est-à-dire que pour mon semestre, je vise 12 et si j'ai 12, je suis content. J'estime que, pourquoi, pas parce que je ne pense pas pour aller plus loin, c'est juste qu'il y a des moments où il faut être honnête envers soi-même, connaître ses capacités et voir que c'est pas du tout la même chose en termes de difficulté. Alors que il y a des fois, on peut se donner à fond et quand même buter face à un mur. Et il faut avoir conscience de ça, pas se voir ça comme une fatalité, mais juste être honnête envers soi-même quand on se juge, parce que sinon, vous allez vous attendre à avoir des notes exceptionnelles arriver à la fac, et vous prendre un carton, et c'est beaucoup plus dur d'accepter un carton quand on ne s'y attend pas, parce qu'on pensé avoir réellement réussi, plutôt que quand on prend en considération la possibilité justement que ça puisse arriver, et surtout, si vous avez honnête avec vous-même, vous savez la note que vous avez généralement. C'est rare qu'on ait une note qui soit réellement choquante. À la fac, généralement, les profs ont une notation assez claire. Et c'est très très rare qu'on soit horrifié quand on a pris une mauvaise note. Ou généralement, c'est plus l'inverse, on est choqué d'avoir une meilleure note que ce qu'on pensait avoir, mais c'est très rare qu'on soit vraiment choqué quand on est dans 5, qu'on pensait vraiment avoir au-delà de ça, c'est très très rare. Très Sachant qu'on a le droit à l'erreur, il y a un système de compensation entre UE sur un même semestre, et même d'un semestre à l'autre, un semestre peut compenser l'autre également. Donc on a aussi le droit à l'erreur sur une matière. Effectivement, il ne faut pas se tromper 6 fois, enfin, il ne faut pas se louper 6 fois, 7 fois. Oui. Alors, moi j'avais une question, c'est quoi le taux d'admission dans la filière de parcours international? Le taux d'admission, c'est-à-dire Surtout les personnes qui candidatent, combien sont admis dans cette filière? Alors, l'ordre de grandeur est à peu près le suivant. Sur la moitié, alors déjà, c'est une filière qui est sélective et ne sont acceptés et classés que des bacheliers généraux. Voilà. Même si c'est spécifié, sur Parcoursup, vous pouvez même, si vous êtes étudiant d'un bac technologique, candidater. De ce fait-là, vous n'allez pas être classé, donc vous allez être écarté. Je pense qu'on doit peut-être retenir et classer une candidature sur 2. D'accord ? Voilà. Et on a, de mémoire, encore cette année, on est descendu au dernier aussi. Mais là, en fait, on n'est pas obligé de classer tout le monde, c'est en cela qu'elle est sélective. Et tous ceux qui sont classés ont été appelés. Donc on a vu, je crois, de mémoire, parce que j'étais dans la commission, sans trahir de secret, on a dû classer pas loin de 200 étudiants. Et il reste de place. Donc tous ceux qui veulent peuvent venir.
Après, si jamais vous êtes pris en éco-GEP, en éco-inter, comme monsieur, on a un jeu d'options. Et vous pouvez quand même faire en sorte que votre licence ait une orientation internationale, ça peut pas être une choix. Mais vous pouvez totalement prendre des options qui sont pour nous, qui sont en parcours management des options, mais obligatoires pour les partenaires. C'est totalement possible d'orienter sa licence sur un lycée plus international alors qu'on a passé par le parcours management. Et si on est en management, par exemple, vous ne pouvez pas aller en Erasmus ou autre, tout est ouvert en soi. Le champ des possibles est vraiment ultra vaste quand on arrive en éco-gestion. D'autres questions peut-être? Est-ce qu'on n'a pas de questions sur le chat? Alors, s'il n'y a pas d'autres précisions à apporter, je vais peut-être vous montrer quelques outils qui sont utiles pour vous en tant que futur étudiant, en tant que lycéen. Je vais vous permettre. Est-ce que ça vous embête? Non, mais pas tous. Merci. Alors, je vais juste ouvrir le site de Capagame. Voilà, donc là, vous êtes sur le site de Cap Avenir, la structure dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la structure d'information et d'orientation de l'université. Et donc, vous voyez que vous avez une rubrique qui s'appelle lycéen futur étudiant. Dans cette rubrique, vous avez plein de choses pour vous qui souhaitez peut-être intégrer l'université. Donc, vous avez une première chose qui sont ce dont M. Robert vous parlait tout à l'heure, les immersions individuelles, c'est-à-dire la possibilité, si vous le souhaitez, de venir passer une journée à l'université pour découvrir ce que c'est qu'un cours magistral, un TD, un repas au restaurant universitaire, qu'est-ce que c'est que la BU, on vous a beaucoup parlé de la BU. Donc sur ces journées d'immersion, elles vont avoir lieu dans la semaine du 4 mars. En fait, c'est la semaine du 4 mars. Et pour vous y... Alors, l'inscription est obligatoire et les inscriptions vont être ouvertes à partir du 15 janvier, dans la semaine du 15 au 22 janvier. Et les inscriptions sont à faire sur ce site-là, dans cette rubrique immersion. Et donc, dans cette rubrique immersion, vous retrouverez une fiche d'inscription pour, si vous voulez faire une immersion en AES, que ce soit sur Brest ou sur Quimper. Il y a la possibilité de faire les immersions sur les deux sites. Vous retrouverez également une fiche d'inscription pour les immersions en éco-gestion. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, le nombre de places est limité. Donc, moi, je vous invite, si vous êtes intéressé pour faire ces journées d'immersion, dès mi-janvier, d'aller regarder sur le site pour vous ménager une place. Et si toutefois vous vous inscrivez et puis que vous avez un empêchement, dans ce cas, désinscrivez-vous pour laisser la place à quelqu'un d'autre parce qu'il y a beaucoup plus de places beaucoup plus de candidats que de places ouvertes en immersion. Voilà. Donc ça, ce sont les immersions qui sont possibles dans les filières qui vous intéressent. Si vous avez envie de revisionner la conférence pour voir notamment certaines diapos, je voyais tout à l'heure des gens qui prenaient en photo les diapos. Cette conférence est enregistrée et elle va être remise en ligne sur le site. Donc vous pourrez la revisionner dans cette rubrique-là qui s'appelle Instafac Replay. Et vous pouvez revisionner toutes les conférences Instafac qui ont eu lieu les années précédentes ou qui vont avoir lieu jusqu'au 21 février. Vous avez également une rubrique ici qui s'appelle Fiche licence. Alors, il y a un point qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé aujourd'hui, qui est la question des débouchés des métiers vers lesquels on peut se diriger lorsqu'on fait une licence. Eh bien, si vous allez dans cette rubrique-là, donc vous voyez, on trouve la faculté de droit éco-gestion AES et
si je vais voir par exemple, alors j'espère que ça va marcher, croisons les doigts, parcours économie et management, si tout va bien, donc vous trouvez un descriptif de la licence et puis vous avez une rubrique ici qui s'appelle les débouchés sur laquelle vous trouvez une carte mentale. Alors je croise les doigts pour que ça... Eh bien ça ne marche pas. Donc, normalement, quand vous avez... Prochainement, on trouvera. Normalement, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ce soir, mais quand vous allez dessus, vous trouvez une carte mentale sur laquelle, à partir de la licence que vous ciblez, donc AES, éco-gestion, enfin économie ou gestion, vous pouvez voir tous les métiers vers lesquels, enfin pas tous les métiers, mais une bonne partie des métiers vers lesquels mène cette licence et donc des masters conseillers pour ces métiers. Donc ce sont des outils qui sont vraiment bien faits et qui sont des aides à la décision. Je suis confuse que ça ne fonctionne pas, mais ces cartes mentales sont accessibles sur le site pour tout le monde. Donc voilà. Et puis si vous vous dites, hop, si vous vous dites, ben moi j'aimerais bien savoir, par exemple, quels sont les masters, enfin quelles sont les statistiques qui permettent de voir, par exemple, les débouchés pour la licence d'AES, ou alors vers quel métier se sont dirigés les étudiants qui ont fait les licences d'AES. Vous avez une rubrique, alors qui n'est pas dans la rubrique lycéen futur étudiant, mais qui est dans la rubrique devenir des diplômés. Quand vous allez dedans, vous pouvez par exemple, si je vais par exemple sur licence, vous avez un petit item ici qui s'appelle « Que sont-ils devenus ?» Et donc, vous pouvez savoir ce que sont devenus, année par année, les étudiants qui ont fait, alors je ne vais pas forcément télécharger là les fichiers, mais les étudiants qui ont fait tel parcours ou tel parcours. Et quand je veux dire que sont-ils devenus, ça veut dire vers quel master ils se sont dirigés ou bien vers quel métier ils se sont dirigés. Voire parfois pour les masters, puisque vous trouvez les mêmes études pour les masters, vous pouvez trouver vers quelle entreprise ils travaillent aujourd'hui. Donc ça, ce sont des outils d'aide à la décision pour travailler le projet, soit maintenant, soit pendant vos premières années à l'université. Ce sont des outils qui sont des aides à la décision. Voilà, donc je voulais vous montrer, en complément de ce que ont pu dire mes collègues ou les étudiants, je voulais vous montrer ces outils qui sont ouverts à tout le monde. Donc voilà. Est-ce que par rapport à ce qu'on vient de voir là, il y a des questions complémentaires ou des... Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver un peu plus de détails sur les matières qui sont enseignées Sur les matières oui. Alors pour l'AES, au verso en fait, de cette feuille-ci, vous avez... ah oui. Donc sur cette feuille-ci, la licence AES, mais je crois qu'il y a la même chose en fait. Vous avez sur le rang du fond différents documents, vous allez trouver le livret d'étudiant, la licence en communication, dans lequel vous avez tous les détails des maquettes. Vous avez aussi, alors vous pouvez les avoir aussi en regardant sur le catalogue d'offres de formation sur l'UDO. Et alors, c'est pas encore le cas, mais elles ont vocation à être un petit peu étoffées au-delà de l'intitulé, un peu d'éléments de contenu, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, pour avoir une visibilité un peu plus précise sur le caractère pluridisciplinaire, par exemple, voir vraiment ce qui est proposé comme matière, même dans chaque bloc disciplinaire en droit, par exemple, ça change de semestre en semestre. En fait, les perspectives sont multiples. On peut consulter des fichiers. Et donc, le catalogue des formations dont vous parlez, monsieur S, c'est ce site-là. Donc, il vous suffit de taper catalogue des formations du BO. Et là, vous sélectionnez licence. Oui, ou déjà la composante. Voilà. C'est la fin de la journée. Voilà. Hop. Et donc là, vous retrouvez pour cette faculté toutes les licences qui sont proposées. Et si vous cliquez, alors là, vous avez les masters et en dessous, vous avez les licences. Et si je prends par exemple, je vais vous prendre, hop.
la licence économie-gestion, parcours international. Vous avez tout un descriptif avec les différents, le programme, vous retrouvez ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure sur l'admission, les critères d'inscription. Donc voilà, en complément des documents qui vous sont fournis. Voilà, là vous retrouvez, alors ce qu'on appelle les UE, ça veut dire, ce sont les matières en fait. Unité d'enseignement, Voilà. Ça peut être une matière ou plusieurs matières associées. Voilà. Je vois les visages qui sont. Oui, avec les crédits qui apparaissent, effectivement, c'est ce qu'on désignait comme étant les crédits ECTS, 30 par semestre. Voilà. Pour chaque UE, il y a un nombre de crédits correspondant. Ce qui fait qu'on peut les valider d'ailleurs, et même on passe en session 2, donc le rattrapage, on n'a plus souvent à repasser que les matières en fait, qui n'ont pas été validées en session 1. Donc on a aussi cette idée de deuxième chance. Voilà. Donc on ne s'inquiète pas outre mesure, on travaille régulièrement et a priori tout se passe bien. D'autres questions? Eh bien, il nous reste à vous remercier d'avoir participé à cette conférence Instafac et puis à vous souhaiter bonne chance déjà pour le bac et puis dans votre choix d'orientation. On espère que cette conférence vous aura éclairé et vous permettra de formuler au mieux vos vœux sur Parcoursup. La date d'ouverture de Parcoursup, c'est le 17 janvier. Voilà. Je vous remercie.